Bonsoir, cher public. Merci d'avoir répondu à l'invitation du mouvement européen des Yvelines. Vite fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas le mouvement européen, c'est un mouvement international qui a été créé en 1950 pour accompagner le développement de ce qui allait s'appeler, quelques dizaines d'années après, l'Union européenne. Et quand je dis accompagner, c'est accompagner pédagogiquement, c'est-à-dire expliquer à la population comment fonctionne l'Union européenne, quels sont ses objectifs, quels sont ses moyens, quels sont ses buts. Donc, la conférence d'aujourd'hui rentre totalement dans cet objectif, un objectif pédagogique. Je remercie également nos intervenants, nos conférenciers de grande qualité qui vont officier devant vous. Je remercie monsieur le maire adjoint, monsieur Jean-Pierre Roussanne de Versailles, qui représente donc ici, qui est adjoint à la sécurité, bien sûr, hein, et qui représente ici donc le maire de Versailles, François de Mazières, et je le remercie beaucoup. Je remercie également Nicolas Dainville, qui est le vice-président du conseil départemental en charge des affaires industrielles. Et puis, je remercie également Marie-Laure Charles, à ma gauche, qui est vice-présidente du mouvement européen France, qui est également militaire, donc officier de marine, auditrice à l'Institut des hautes études de défense nationale, et qui donc est tout à fait bien placée pour animer cette soirée, puisqu'elle sera notre modératrice. Voilà. Alors, nous avons choisi la cybersécurité. Pourquoi? Ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que d'abord, c'est un thème d'actualité très prégnant, et aussi parce que vous savez que le président Macron, président français Macron, préside également l'Union européenne, hein, dans le cadre de sa présidence française de l'Union européenne, et il a, entre autres, mis la cybersécurité dans les priorités de ces 6 mois. Et donc, en tant que mouvement européen des Yvelines, nous avons pensé qu'il était doublement opportun de présenter ce thème à vous-même ce soir. Donc, pour cette présentation, vous savez que cet après-midi, il y a eu des ateliers qui ont été organisés, des ateliers thématiques qui ont été animés et présentés par les intervenants de ce soir, qui vont vous être présentés par Marie-Laure. Et c'était donc des ateliers sur la formation, comment on forme des techniciens à la cybersécurité, parce que là, il y a un marché de l'emploi très intéressant. Encore faut-il avoir des jeunes qui soient qualifiés pour cela. Nous avions également un atelier sur la cyberdéfense. Et là, vous allez voir, Marie-Laure va vous présenter quelqu'un de particulièrement compétent pour nous en parler. Et puis, nous avions également un atelier sur la protection des données personnelles et des données des entreprises en Europe. C'est aussi très, très important de pouvoir se protéger. Et puis également, nous avons eu un atelier sur la façon, justement, dont on peut se protéger. Donc, c'est un atelier un peu plus technique qui va expliquer comment on peut vaincre les hackers. Voilà. Donc, c'est une soirée très riche que nous allons avoir. Je vous la souhaite très bonne, très enrichissante. Et je passe la parole donc à Marie-Laure Charles. Écoutez, moi je suis ravie d'être ici avec vous. Donc, je suis là avec ma double casquette de vice-présidente du mouvement européen France et régionale, donc Île-de-France, et ici Madame Défense au mouvement européen. Pour les membres du mouvement européen qui sont là depuis un petit moment, l'année dernière, on avait fait notre université d'automne à Vannes, et j'avais fait 2 thèmes qui m'étaient très très chers. C'était la défense, bien sûr, avec les chefs d'état-major de la marine, l'amiral Forissier, que j'avais invité, n'est-ce pas, mon cher voisin, et sur la cyber, hein, parce qu'en fait, la capitale française de la cyber, c'est la Bretagne, c'est pas Paris, voilà. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Là, je passe la parole donc à l'adjoint au maire de Versailles, puis au vice-président du conseil départemental du 78. À tout à l'heure. Alors, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser François de Mazières, qui était malheureusement déjà retenu par de très nombreux engagements, puisque vous savez, l'actualité de la ville est tout à fait riche, hein, qu'il s'agisse de la biennale, bientôt du mois Molière et de quelques autres activités. Mais en tout cas, moi, je ne m'en plaindrai pas, parce que ça me donne le plaisir et l'honneur, au nom de la ville de Versailles, d'accueillir ce colloque avec l'École européenne de la cybersécurité et le mouvement européen des Yvelines. Alors, j'associe
bien évidemment à cet accueil et à ces remerciements la direction du Théâtre Montansier, au lieu de la culture à Versailles, qui donne ici un cadre digne de l'importance du thème traité. Alors ce thème, la cybersécurité, pour nous, n'est pas qu'un effet de mode. Avec les mers et océans, je n'oublie pas que je suis marin à l'origine, et l'espace extra-atmosphérique, le cyberespace est aujourd'hui un des grands terrains de liberté qui nous restent, mais donc potentiellement un champ d'action amical, ou au contraire un champ d'action d'agression ou d'actes de piraterie. Et c'est bien une réalité pour tous les acteurs impliqués dans le numérique. Et notre ville, Versailles, qui a fait ce choix pour tous les gains de performance opérationnelle qu'il permet, et tous les gains budgétaires qu'il permet également, y est réellement sensible. Et à titre d'exemple, je citerai la cyberattaque qu'a subie il y a quelque temps un organisme territorial de gestion et qui a contraint un certain nombre de villes qui y étaient abonnées à devoir soit cesser temporairement leurs activités administratives, soit devoir partir à la recherche de leurs données perdues. Alors bon, la ville de Versailles a la chance d'avoir une structure suffisamment lourde, d'être suffisamment autoporteuse en la matière pour avoir pu être à l'abri de cette affaire, mais cela nous montre bien que la menace est partout et que cette menace est extrêmement virulente dès lors que nous remettons dans le cyberespace finalement tout ce qui est important pour nous aujourd'hui, finalement les données. Et les données, une fois qu'elles sont hackées, une fois qu'elles sont détruites, une fois qu'elles sont volées, elles ne se remplacent pas. Elles menacent, ces actions menacent nos libertés individuelles, collectives, mais aussi nos modes de fonctionnement. Donc tout cela est extrêmement important et justifie, dès que l'on peut, le choix de structures fortes de défense, de traitement des systèmes d'information et du numérique, pour pouvoir se protéger, jamais totalement, mais au mieux de ce genre d'attaque, et en tout cas d'aborder ces questions, de les traiter en commun pour échanger, puisque nous sommes tous évidemment à la recherche des meilleures pratiques. Alors je suis certain que tous les travaux en atelier menés aujourd'hui ont été productifs, et que la restitution qui va suivre, avec d'aussi brillants intervenants, sera à la hauteur du défi vital que nous devons tous relever, et c'est pourquoi nous sommes vraiment heureux et fiers de la tenue de ce colloque à Versailles. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je suis Nicolas Dainville, maire de La Verrière, donc dans la 11e circonscription des Yvelines, tout près de Trappes, et vice-président donc du département sur les sujets d'enseignement supérieur et de recherche. Alors c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste de la cyber, je m'en excuse, mais c'est vrai qu'en tant que maire, on a vécu de manière assez violente cette attaque, cette cyberattaque du CIG, du Centre interdépartemental de gestion, nous contraignant à quasiment stopper les payes des agents et nous mettant vraiment dans la panade, dans une situation extrêmement complexe. La ville de Houille récemment a aussi subi une attaque, la ville de Baltimore il y a quelques années. Bref, la plupart des collectivités aujourd'hui sont concernées. On a à peu près 20% des collectivités françaises qui ont été victimes de rançongiciels en 2020. Et l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a augmenté ses interventions auprès de ces collectivités de 255% de 2019 à 2020, donc qui témoigne vraiment du risque de menaces auxquelles tout le monde est exposé, y compris bien évidemment des structures qui pensaient être relativement à l'abri. Alors dans les Yvelines, on a une structure qui s'appelle Seine-Yvelines Numérique, que vous devez connaître, qui a développé une offre de cybersécurité. Donc c'est une structure départementale, Seine-Yvelines Numérique, qui propose tout un tas de panels, à la fois dans le numérique éducatif,
pour vraiment changer la pédagogie et augmenter le plaisir d'apprendre, le plaisir d'enseigner, mais aussi de plus en plus sur ces sujets pour apporter du conseil, prévenir efficacement la menace cyber, souscrire à des cyberassurances et à des services de sauvegarde et des audits techniques. Donc c'est une offre, je dirais un premier étage départemental pour essayer d'accompagner au mieux donc, les structures publiques qui en sont membres. On a également l'implantation d'une cybercaserne à Saint-Quentin-en-Yvelines qui a bénéficié d'1 million d'euros de subventions de la part de l'État et qui est un centre dédié pour répondre aux incidents cyber sur le territoire de la région Île-de-France. J'imagine que vous connaissez cette structure pour les spécialistes. Donc, ça traite les demandes d'assistance en cas d'attaque, essentiellement pour les petites structures ou de taille intermédiaire, les ETI, les associations, les PME et les collectivités locales. Et puis, on a un campus cyber qui est implanté à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, donc proche de Neuilly-sur-Seine, avec près de 80 résidents, près de 1700 experts, et on va essayer dans les Yvelines d'avoir une extension de ce centre, de ce campus cyber avec les meilleurs spécialistes. Vraisemblablement, ça sera donc au Mureau. Voilà, alors nous, territoire local, donc Yvelines, mais aussi Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque je suis élu à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une de nos vraies problématiques, c'est la question de la formation. C'est pour ça que je salue Monsieur de Saint-Cernin et puis l'école européenne de cybersécurité qui s'est créée, puisque c'est vrai que nos entreprises manquent cruellement de main-d'œuvre, cruellement de spécialistes. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure sur le hacking éthique, pour vraiment hacker les structures, pour vérifier la sécurité des systèmes. Et je crois que le chiffre, c'est 300 000 manques de main-d'œuvre sur le territoire national, plus de 3 millions au niveau planétaire. Donc il y a un vrai manque. Et c'est pour ça que plusieurs territoires s'emparent de ces sujets. Alors sur Saint-Quentin-en-Yvelines, on a créé plusieurs labels, avec Pop School, avec O'Clock, avec l'école 2600, voilà, bon, des écoles concurrentes, en tout cas complémentaires, j'imagine, sur leur secteur, qui répondent à ce manque de main-d'œuvre. Et c'est vrai qu'on a des boîtes extraordinaires, type Airbus, Thales, ou même le Crédit Agricole avec tout son centre de SI qui est implanté sur notre territoire et qui vraiment recherche ce type de profil qui manque cruellement. Peut-être pour terminer en vous disant que sur les Yvelines, on est une terre d'excellence sur ces domaines-là, et notamment sur l'enseignement supérieur en général, avec plusieurs projets. Je les cite pour élargir les discussions, mais on a bientôt l'installation du laboratoire des mines donc sur Satori, avec près de 300 chercheurs et un investissement de 98 millions. Également l'IUT de Mantes, on a donc l'IUP de Saint-Germain-en-Laye, le développement de l'hôpital virtuel à Guyancourt sur les sujets du numérique, un peu connexe sur la cyber, avec donc comment mettre le numérique au service de la santé du futur. La création d'un institut de santé parasport connecté au Mureau sur à la fois la question du numérique et du handicap. Et puis le campus de formation au métier de la santé, des services à la personne et de l'autonomie au Mureau, qui bénéficie aussi donc d'un investissement de 15 millions du département. Donc on a vraiment un territoire riche avec cette future ligne 18 qui on espère verra le jour peut-être dans 10 ans, qui devrait connecter le plateau de Saclay, Versailles, La Défense, en passant donc par Saint-Quentin. Donc avoir vraiment une colonne vertébrale qui relie le pôle culturel et de recherche de Versailles, le pôle économique de Saint-Quentin, le pôle de recherche avec l'université de Paris-Saclay, qui en mathématiques, et pour peut-être nos futurs experts, est la première dans le classement de Shanghai. L'université de Paris-Saclay, donc c'est quand même une fierté yvelinoise avec l'UVSK qui va fusionner, et une fierté en tout cas régionale. Bon colloque à tous, un vrai plaisir d'introduire modestement ces ateliers, mais vraiment un thème central pour nous tous. Merci. Je demande à tous nos conférenciers de monter sur la scène, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de... Ah non, c'est bien, c'est mieux la lumière, parce que ça aveugle vraiment beaucoup, c'est horrible.
Alors, en introduction, je voulais vous dire qu'en fait, j'ai toutes ces fonctions-là parce que je suis quand même industrielle à la base et j'ai longtemps travaillé chez Thales. Et nous, chez Thales, en fait, c'est comme la prose de Monsieur Jourdain. On en fait depuis toujours de la cyber, en fait. Ça s'appelle du chiffre, les PKI, etc. Mais voilà, c'est comme l'intelligence artificielle et la cyber, en fait. Voilà, on en a toujours fait. Sauf que maintenant, on a un terme qui s'appelle cyber et qui est un terme qu'on voit absolument partout dans les journaux, etc., sur la lèvre de tout le monde. Parce que ça fait un peu peur et ça avance à une rapidité hallucinante, astronomique, on pourrait même dire. Il y a aussi une hygiène informatique à avoir, on en parlait tout à l'heure à la pause. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous va en parler un peu de l'hygiène informatique ou pas du tout. Non ? Bon, déjà, ça commence par un truc super simple. Vous ne mettez pas votre mot de passe sur un post-it et vous ne mettez pas votre date de naissance. Déjà, ça commence par là. En très court, parce que je ne suis pas là pour parler, je suis là pour modérer. Alors, je vais donc vous présenter nos très nombreux invités. Je crois que je n'ai jamais modéré quelque chose aussi gros, aussi grand. Il va falloir faire court dans les réponses. Alors, je vais commencer par vous, mon général, vu que je suis capitaine de corvette, hein, donc je dois respect à mon général. Donc, le général Marc Vatin-Auguard, vous êtes de la gendarmerie, vous avez fait une brillante carrière dans la gendarmerie nationale. Et quand vous étiez en poste à Lille, vous avez eu la brillante idée de faire le FIC. Le FIC, c'est le Forum international de la cybersécurité. Pour vous faire très simple, c'est le salon du Bourget de la cyber. Voilà. Et j'y vais tous les ans, donc vraiment bravo. Bravo, j'y vais tous les ans, enfin j'y vais à chaque session, là il n'y en a pas eu avec la Covid, et c'est vraiment le salon du Bourget, vous avez des délégations internationales, vous avez des visites de stands, enfin, c'est un petit Bourget mais de la cyber, et c'est à Lille, voilà. Je vous dis tout à l'heure que la capitale de la cyber c'était la Bretagne, et la deuxième, ce sera Lille, voilà. Et après on vient nous, la région parisienne, on a beaucoup à faire, mais on a d'autres intervenants qui vont nous parler de la région parisienne. Déjà, le monsieur du département vous en a déjà bien parlé, avec le campus cyber à Puteaux, et maintenant qui aura à côté de Polytechnique. Voilà. Donc voilà mon général, ce que dire sur vous, en très résumé, parce que vous avez une très longue carrière. Ensuite, je vais passer au commandant Jérémy Desravines, donc de l'armée de terre. Donc c'est le monsieur qui est en uniforme gris, enfin kaki militaire, quoi, n'est-ce pas? Moi, je suis en bleu normalement. Terre de France. Non, ça s'appelle Terre de France, c'est vrai, en plus, c'est pas une blague. Terre de France, oui. Alors vous avez exercé en métropole, en Allemagne et beaucoup en Polynésie. Vous m'avez beaucoup parlé de Polynésie tout à l'heure. Voilà, un gros poste en Polynésie. Et aujourd'hui, vous êtes à l'école Saint-Cyr. Bravo, hein. Donc l'école qui forme nos officiers de l'armée de terre en France, et vous êtes chargé du BTS sur la cyber, donc vous nous en parlerez largement tout à l'heure. Merci d'être là. Ensuite, Benoît de Saint-Cernin, qui n'est pas monté, qui a créé 2 écoles, l'école de la guerre économique, et c'est à ce titre-là que je l'avais rencontré quand j'étais à l'IHEDN, justement en session guerre économique et cyberdéfense. C'était le 50e cycle, et du coup, 50e session, et du coup, on avait les 2 cumulés. Et vous venez de créer l'école de cybersécurité ici à Versailles, donc c'est juste à côté, c'est là que vous avez vos petits ateliers tout à l'heure. Donc pour ceux qui étaient là tout à l'heure, voilà, c'était à 2 pas d'ici avec les petits drapeaux européens. Donc vous nous en parlerez aussi. Ensuite, alors là, j'adore votre titre. Alors j'adore. Le hacker éthique, yes. Donc vous l'avez reconnu, c'est Yassir Khazar qui est au milieu, qui est en plus d'un hacker éthique, vous êtes un serial entrepreneur, n'est-ce pas? Vous avez créé Defense Lab en 2013, et là vous avez créé en 2015, Yogosha. Donc, pour faire avec des hackers éthiques, donc vous nous expliquerez ce que c'est et en quoi ça consiste et pourquoi vous avez fait ça, mais je trouve ça génial. Ensuite, nous avons, oui, un bon applaudissement, ça vaut le coup. Michel Bosco, c'est vous, exact. Alors, vous avez fait super-héros, ça, hein? Non, c'est pas vous? C'est pas vous? Qui a fait super-héros? Ah, super-héros aussi. Bah si, c'est vous. Bah si, quand même. Ah bah oui. J'ai lu votre bio. Vous avez fait super-héros et là vous avez créé REA, R-E-H-A. Je vous ai demandé ce que ça voulait dire, vous m'avez dit ça veut rien dire, mais vous allez nous en parler, d'accord? Donc Monsieur REA, voilà. Voilà, c'est parce que si je résume son CV, on a ici jusqu'à demain matin, donc voilà, juste ça. Ensuite, nous avons notre super italien, Luigi Rebuffi. Yes. Alors Luigi, à chaque fois que le mouvement européen organise quelque chose sur la cyber, il est invité. Je l'avais invité à Vannes, donc si vous étiez à Vannes, mais tu étais en Zoom, tu n'avais pas pu venir. Donc merci Luigi d'être là en présentiel. Alors Luigi, il a créé EXO, donc c'est European Cyber
Security Organization. Il a aussi créé le Women for Cyber. Donc c'est tout un groupe de filles pour que les filles fassent de la cyber parce qu'on manque de gens, hommes et femmes. Donc voilà, donc Luigi vous en parlera tout à l'heure. Et c'est un vrai Européen. Enfin voilà, il habite à Bruxelles. Bon, il est italien comme vous l'entendrez. T'habites à T'es à Bruxelles? Ah bon, ok. Bon, ah, ton bureau est à Bruxelles, oui, c'est ça, voilà. Et ensuite, last but not least, notre franco-espagnol, Céline Ruiz. Je suis désolée d'avoir fini par vous, j'aurais dû commencer par vous, mais bon, bref. Qui est juriste à la base, juriste de formation, mais qui a fait quasiment toute sa carrière à l'Union européenne. Depuis 2007, vous y êtes, vous avez beaucoup de fonctions et beaucoup de services ou d'agences de l'Union européenne. En ce moment, vous êtes à la Commission européenne, donc vous allez nous dire ce que fait la Commission pour la cyber. Voilà. On va peut-être commencer par vous, le hacker éthique, mais en très rapide, parce que je sais que vous êtes très bavard, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent parler après vous. Allez, je vous laisse la parole. Pour nous dire ce que veut dire Yogosha et ce que fait Yogosha, et ce que vous, voilà, et voilà. Comment vous recrutez aussi tous vos hackers éthiques? Est-ce qu'ils sont tous éthiques? Et c'est les cornets les plus mal chaussés, on est bien d'accord. Bon, j'espère que ça marche et que vous arrivez à m'entendre. Bonsoir tout le monde, merci pour la présentation, ravi d'être parmi vous. Alors, Yogosha, qu'est-ce que ça veut dire? Pour la petite histoire, ça vient du japonais, puisqu'on est fan de culture japonaise et ça veut dire défense ou défenseur. C'est un peu la promesse qu'on fait à nos clients. Et ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on a créé une plateforme qui permet aux organisations, aux entreprises, de rentrer en relation avec une communauté de hackers éthiques à travers le monde. On en a 1500 aujourd'hui d'actifs sur la plateforme et à peu près un peu plus de 5000 en liste d'attente. Donc c'est des hackers qu'on sélectionne avec un processus assez rigoureux. En fait, les entreprises, du coup, demandent à ces hackers-là de leur trouver des failles de sécurité sur leur système avec un business model assez simple. Les entreprises rémunèrent à la faille détectée. C'est-à-dire que si je pousse la caricature jusqu'au bout, si l'entreprise ne trouve rien, si les hackers ne trouvent rien, l'entreprise n'a rien à payer. Et s'ils trouvent des failles, à ce moment-là, les entreprises payent. Voilà, donc start-up franco-française, on est aujourd'hui 50 personnes, on adresse 13 pays aujourd'hui dans le monde commercialement, en très forte croissance et voilà, donc très content d'être là parmi vous ce soir. Merci. Maintenant, on va passer la parole à Monsieur Bosco pour Réa. Que fait Réa? Merci. Bonsoir tout le monde. Réa est une société d'ingénierie qui s'est constituée, qui a grossi et grandi dans le secteur spatial et qui s'est dédiée à la sécurité d'abord pour le secteur spatial il y a une dizaine d'années. Le secteur spatial, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un secteur qui est plutôt exigeant à l'extrême et fort de nos réalisations dans ce domaine-là, nous avons maintenant une offre de services qui couvre bien d'autres secteurs, l'énergie, les transports, et en particulier celui des smart cities, donc des villes qui, paradoxalement, parce qu'elles ont développé et avancé leur digitalisation plus que d'autres, se retrouvent de facto peut-être plus vulnérables, parce que plus dépendantes, parce que plus exposées aux cyberattaques. Et donc Réa, qui est à l'origine un groupe belge, m'a confié la création de la filiale française, des 2 filiales françaises il y a quelques mois. Et c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui pour échanger justement sur les besoins des villes, smart ou moins smart, elles en ont toutes, des besoins en matière de cybersécurité. Merci. On va passer à l'Union européenne, vous m'entendez? Alors, honneur aux femmes, Célia, donc j'ai dit, elle est juriste à la Commission européenne. Alors, Célia, quels sont les objectifs de la stratégie de cybersécurité de l'Union européenne? Et après, donc là, c'est le côté théorique. Et après, côté pratique, je passerai la parole à Luigi. D'abord, Célia, d'accord? Célia, on vous écoute. C'est bon. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Et je tenais à remercier le mouvement européen pour ce colloque, pour ces ateliers et pour son engagement. Parce que sans des gens comme vous, eh bien, il nous manquerait une béquille.
Donc merci beaucoup pour votre présence et votre engagement européen et votre intérêt pour les affaires européennes qui ne sont pas des affaires européennes mais des affaires tout à fait nationales. Juste quelques mots pour parler de l'Europe numérique. On a adopté il y a quelques temps des objectifs pour l'Europe numérique d'ici 2030 en termes de compétences pour tous les États membres, 80% de tous les citoyens européens qui doivent être formés avec des compétences de base sur le numérique, pour les entreprises, pour la numérisation des services publics. Il y a énormément d'initiatives législatives qui sont en cours, ou qui viennent d'être adoptées, qui vont être adoptées ou qui sont en cours. Sur la cybersécurité en particulier, en décembre 2020, on a adopté une nouvelle stratégie de cybersécurité qui actualisait la précédente qui datait de 2013 et qui nécessitait beaucoup d'actualisations sur évidemment différents domaines, vous imaginez bien. Donc c'est une nouvelle stratégie cybersécurité qui contient 26 initiatives législatives. Donc il y a énormément de sujets qui ont été mentionnés, qui sont en cours sur les infrastructures critiques, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, transport, énergie, eau, donc renforcer les signalements, renforcer les niveaux de sécurité au niveau des États membres, renforcer la diplomatie numérique de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup plus de dialogue, de démarche, de coopération avec nos partenaires, États tiers, avec les organisations, l'OTAN notamment, les États-Unis, et la capacité d'avoir des sanctions s'il y a des attaques envers l'Union européenne en matière de cybersécurité. La création d'unités conjointes de cybersécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire coopérer beaucoup plus les civils, les militaires, au sein d'une unité qu'on est en train de créer, qui sera opérationnelle en 2023, pour prévenir et réagir en cas d'attaque sérieuse au niveau de l'Union européenne. Voilà, juste en quelques mots, je pourrais vous parler des heures parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises, il y en a 26. Voilà, d'ici 2030, on a énormément d'objectifs à atteindre. Tout ça s'ajoute à ce qui ne concerne pas exactement la cybersécurité, mais deux règlements absolument majeurs dont vous avez dû entendre parler pour réguler les services numériques et les marchés numériques. Le DSA et le DMA, c'est deux acronymes en anglais pour parler de législation sur les marchés numériques et de législation sur les services numériques, pour mettre fin au Far West des GAFAM en Europe. Donc voilà, énormément d'initiatives absolument majeures qui sont en cours pour protéger l'Union européenne et être capable de réagir en cas d'attaque sur nos États membres. C'est une coopération très étroite entre la Commission européenne et les États membres. On travaille vraiment de manière très, très étroite. On a une agence aussi de cybersécurité, l'ENISA, et c'est des initiatives où vraiment on collabore très étroitement avec les autorités nationales en charge de la cybersécurité. Donc c'est l'ANSSI en France, c'est la CNIL pour différents sujets. Et l'idée est vraiment de renforcer la coopération entre ces différentes autorités nationales pour faire face aux cybermenaces auxquelles nous devons répondre et auxquelles nous devons non seulement répondre, mais que nous devons anticiper. D'où tout l'aspect, évidemment, coopération internationale, échange de preuves électroniques, échange de données, coopération des services répressifs. Nos États membres collaborent beaucoup au sein d'Europol, l'agence de police européenne, où on a différents policiers des États membres qui sont basés à La Haye, au sein d'Europol, et où on a un centre de cybercriminalité où les États membres coopèrent étroitement. Voilà juste en quelques mots ce qu'on fait, mais je reviendrai. On reviendra dessus, voilà. J'ai d'autres questions. Alors Luigi, maintenant côté pratique, est-ce qu'on voit les problèmes et les actions dans la cyber de la même façon dans les différents pays d'Europe? Good question. Bon, bonsoir tout le monde. Donc, je suis Luigi Rebuffi, secrétaire général d'EXO et de la Women for Cyber. Juste un mot, on a créé EXO, European Cyber Security Organization, il y a 6 ans, avec la Commission européenne pour soutenir un partenariat public-privé, ça existe en Europe, sur la cybersécurité. D'abord, la vision de la Commission était sur la recherche,
Mais on a tout de suite viré à la construction de ce qu'on appelle à Bruxelles des écosystèmes européens de la cyber, parce que ça, bon, on était un peu pas assez mûrs dans les différents pays. C'est vrai que, bon, on va revenir un peu à cette question, les différents pays ont des approches différentes, des sensibilités, des intérêts différents. D'abord, c'était l'excuse de la recherche, parce que c'est l'approche classique de la Commission. La Commission est spécialisée à financer et à développer l'Europe à travers la recherche, parce que c'est non concurrentiel, donc c'est plus facile. Mais la réalité du marché, la réalité des sociétés et de la réalité politique est un peu différente. Donc on a créé en 2016 cette communauté, je dirais, qui est composée pas seulement du secteur privé, des grandes industries, des PME, aussi des universités, des centres de recherche, des investisseurs, des utilisateurs de l'infracritique, mais aussi on a voulu mettre les États, l'administration publique, parce que quand même dans la cybersécurité, il y a le mot sécurité, qui est quand même reste la prérogative des États en Europe, la souveraineté nationale, comme on dit. Donc du coup, on a mis tout le monde ensemble. On n'est pas des lobbies, on donne des avis, on met tout le monde ensemble, on essaie d'avoir des visions communes. Et on donne des avis à la Commission, au Parlement, au Conseil. Et ça, c'était le rôle initial. Après, on viendra à autre chose. Mais quand on fait ça, c'est assez intéressant de voir que la vision en Europe est différente. La France est un pays très, très mûr, je dirais. C'est un pays, c'est le pays leader à la cyber en Europe. Et c'est vraiment le plus avancé, le plus mûr, dans lequel il y a plus de structures, d'activités. Après, il y a d'autres pays. Mais quand je voyage, j'ai la chance de voyager partout en Europe, et on voit l'intérêt, les sensibilités, l'intérêt politique, économique, on voit qu'il y a une très grosse différence. Et chaque pays pense d'être presque le meilleur, d'être unique, d'avoir tout compris. Ben, c'est pas ça. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que on m'invite parfois à droite à gauche des ministres, ou même plus, pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Qu'est-ce qui se pense ailleurs? Qu'est-ce qu'ils voient ailleurs? Et là, on voit vraiment, je leur raconte, mais vous savez, bon, vous êtes bien, vous êtes sympa, mais ailleurs, c'est différent. Pourquoi votre pays achète que des produits américains, par exemple? Pourquoi votre pays n'est pas assez sensible à certaines activités d'éducation pour les jeunes, ou alors il ne regarde pas suffisamment de soutien aux PME? Et tout ça, et bon, ça change de pays en pays. Hein. Et on voit clairement que les pays de l'Est, je dirais, pour ne pas le nommer, ils sont extrêmement influencés par la politique atlantique, je dirais comme ça. Et là, on n'y peut rien faire. On n'est rien faire. Quand on voit, j'étais étonné. Je m'en souviens encore à Bucarest, visite juste avant la création d'Exo, mai 2016. On visitait le centre, le CERT, le centre, je dirais, le contrôle, entre guillemets, de la République romaine. Et c'était une belle plaque à l'entrée, financée avec l'aide du gouvernement américain. Donc ça, c'est magnifique. Comme exemple, pour dire que... Voilà. Et ça, tous les pays de l'Est, c'est un peu comme ça. Donc, quand on parle, et on parle souvent de souveraineté numérique en France, à raison, peut-être un peu, même, je dirais la France un peu aux extrêmes en Europe, mais à raison en tout cas, parce qu'on a clairement, on utilise, même en France, beaucoup de pays qui ne sont pas européens, par cause, parce qu'il n'existe pas, parce qu'ils ne sont pas suffisamment performants, parce qu'ils ne sont pas suffisamment économiques, ou ne sont pas suffisamment connus. Les solutions européennes, ça c'est encore autre chose. Donc la question c'est, on ne peut pas prétendre de construire l'Europe si on a seulement la vision de son pays, si on pense que son pays détient la vérité, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc la complexité, déjà la cybersécurité, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est pas comment construire un téléphone portable ou n'importe quoi, c'est pareil partout. C'est extrêmement complexe, dépend de secteur, dépend de pays, dépend de technologie. Mais voir
avoir une vision, je dirais, stratégique et politique commune à 27, je vous assure, c'est vraiment un gros challenge. Justement, j'ai une question pour vous, mon général. L'Europe peut-elle jouer un rôle aujourd'hui pour garantir un espace numérique libre et sûr? Vous avez 4 heures. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Oui, c'est ce que j'espère. Parce que, si vous voulez, je veux reconstruire, enfin quand je dis je veux, reconstruire le système à partir de l'humain. Vous, nous, moi. Considérez que quand on parle de souveraineté, il faut partir de la souveraineté des individus. C'est ce qui est le plus important. C'est l'homme, c'est l'humain qu'il faut protéger, qu'il faut sauvegarder dans sa sphère d'intimité, dans sa liberté. Comment voulez-vous que l'humain soit souverain, sa sphère d'autonomie, si les collectivités territoriales, les personnes morales ne le sont pas? Comment les collectivités territoriales, les personnes morales le seraient si l'État n'est pas souverain? Comment voulez-vous qu'un État comme la France soit souverain s'il ne s'inscrit pas dans une souveraineté européenne? Donc vous voyez que c'est, je vais lire des poupées russes, la plus petite vers la plus grande, mais je n'ose plus utiliser le mot poupée russe depuis quelques jours. C'est pour vous montrer qu'on a vraiment besoin de l'Europe. Et que cette Europe, ça ne doit pas être une Europe supranationale qui rase tout, mais une Europe qui tire tout vers le haut et qui tire tous les États vers le haut, vers un même objectif. Ça me paraît absolument essentiel. Et quand, alors, pardonnez-moi, parce que Thierry Breton, vous n'étiez peut-être pas là quand je l'ai dit, j'ai travaillé avec lui quand il était président de France Télécom. Quand Thierry Breton dit qu'il faut que l'Europe se dote d'un bouclier numérique, j'ai dit non, l'Europe doit être une tortue romaine numérique. C'est-à-dire qu'en fait, dans la tortue romaine, chaque légionnaire se protège le voisin, protège celui qui est derrière, protège par rapport en haut. Et la tortue romaine, elle ne fonctionne qu'à partir du moment où il n'y a pas de différence entre les... Je vous renvoie sur Astérix, hein, vous reprenez vos classiques ce soir en rentrant chez vous. Il n'y a pas de différence entre les différents, les différents boucliers, car s'il y a une différence, ça passe à travers. Et donc, ça, c'est ma vision des choses. Et une Europe, d'ailleurs, qui ne sera souveraine que si elle s'inscrit dans un espace numérique mondial qui partage des valeurs. Parce qu'on peut parler tout ce qu'on veut en matière de cybersécurité, comment je fais, le bouton rouge sur le fil rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous connaissez, c'est les classiques. Mais derrière ça, c'est quoi? Quelle est la finalité? Quel est l'objectif politique que l'on mène? Et l'objectif politique, c'est la sauvegarde de l'humain. Et c'est absolument essentiel aujourd'hui. Alors, moi, je crois que votre présentation de l'Europe est très vraie. Moi, je suis à désespérer. J'organise le FIC, hein, vous le savez, la semaine prochaine, dans 15 jours. Allez-y tous à Lille. Voilà, aller-retour dans la journée, c'est génial. L'Europe, d'ailleurs, m'a bien aidé pour démarrer, puisque c'est Jacques Barrot, qui était commissaire européen, qui a eu la gentillesse de me pousser pour lancer ce FIC. Mais quand vous prenez les inscrits au FIC, eh bien, vous allez constater que sont complètement absents. Complètement absents. Tous les Européens de l'Est. Parce qu'il faut être clair et précis. Ils sont rentrés dans l'Europe pour sortir du pacte de Varsovie. Ils sont rentrés dans l'Europe pour aller dans l'OTAN. Et quand on parle de solutions européennes en matière cyber, ils achètent sur étagère chez les Américains. Donc, pour moi, et je vais être beaucoup plus pragmatique, je crois à la communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est tout simplement une histoire qu'on a menée à plusieurs sur un thème. C'était avec les Allemands, avec les Luxembourgeois, les Belges. Et c'est comme ça que l'Europe est partie. Au début, on est parti sur un projet pragmatique, un projet sur lequel tout le monde s'entendait. On a créé cette communauté européenne. Et je crois qu'aujourd'hui, en matière de cybersécurité, avec un certain nombre d'acteurs comme l'Allemagne, par exemple, comme l'Italie, comme l'Espagne, bien d'autres encore, hein, les Belges, on peut construire quelque chose, quand bien même les autres ne voudraient pas y arriver. Je crois qu'il faut vraiment arriver sur un projet qui ne fasse pas forcément consensus dans l'ensemble de l'Europe, mais qui permette à un moment donné de tirer l'Europe vers quelque chose qui sera beaucoup plus autonome, beaucoup plus conforme à son identité. Je termine là-dessus parce que aujourd'hui, nous sommes au milieu d'un étau. Vous savez, pour ceux qui bricolent l'étau, il y a deux mâchoires, elles se resserrent. L'étau se resserre. Il y a une mâchoire américaine, une mâchoire chinoise. Et nous, on est au milieu, l'Europe. Et en ce moment, les deux mâchoires se resserrent. On va être écrasés. Alors vous me direz, où sont les Russes?
Ils nous tapent sur la tête avec un marteau, et parfois avec une faucille, mais ce n'est pas eux les mâchoires. Alors, deux hypothèses. Vous montez sur la mâchoire américaine, vous dites, ça y est, je suis sauvé, mais vous rentrez dans un système où, finalement, c'est le business qui commande. Ou bien vous montez sur une mâchoire chinoise, et c'est le Parti communiste chinois qui commence. Ou alors l'Europe écarte les coudes et dit, c'est fini. Mais pour ça, pour être forte, il faut qu'elle ait une autre voix. Une autre voix, c'est un VOIX, un autre discours. Une autre voix, c'est un autre chemin. Il faut que l'Europe, aujourd'hui, parle au reste du monde. Il ne faut pas qu'elle reste l'Europe européenne. Que fait-on avec l'Inde? Que fait-on avec l'Afrique du Sud? Que fait-on avec des grands pays d'Amérique latine? Je pense au Brésil. Et ces pays-là, il faut absolument qu'on aille vers eux. Et si vous voulez, pour moi, la grandeur de l'Europe passera par un discours, je vais dire presque gaullien, hein, c'est un peu le général de Gaulle, un discours relativement indépendant par rapport au bloc, mais un discours qui est capable d'attirer, notamment parce qu'on propose autre chose que de la technique. La technique n'est pas sans importance, mais on propose un style de vie, un mode, comment dirais-je, un mode d'action qui soit complètement conforme à ce que beaucoup de gens attendent sur l'espace numérique. Merci, mon général. Alors, pour être très très pratique, les plus gros hackers du monde, donc ceux qui nous piratent en fait, sont les Russes. Ensuite, c'est la Corée du Sud, la Turquie, la Chine bien sûr, hein, les États-Unis et Israël. Alors pour ça, il faut des bons informaticiens. Donc pour ça, nous avons des écoles. Donc vous me voyez venir, mon commandant. Alors à Saint-Cyr, donc vous avez vous dirigez le BTS sur la cyber. Donc je voulais savoir d'où venait l'idée, ce que vous y enseignez. Et après, je poserai la même question à Monsieur de Saint-Cernin pour l'école de cyber qui est juste à côté d'ici. Mon commandant, c'est à vous. Je vous rassure, je suis juste le coordonnateur du BTS. C'est déjà pas mal. J'ai eu la charge, parce que je suis militaire, donc mon chef m'a donné une mission, donc je l'ai acceptée. De toute façon, on ne peut accepter quand son chef dit, on le fait. C'est comme ça, tout petit, j'ai été habitué comme ça. Pourquoi le BTS? J'ai fait partie d'un service dont je tairai le nom, et j'avais des difficultés pour recruter ne serait-ce que des ingénieurs. Et quand je suis arrivé dans ce service, on parlait de SSI, on parlait de chiffres. J'ai dit, mais arrêtez de parler de SSI, c'est fini ça, on parle de cyber. On m'a dit, mais on ne parle pas de cyber pour l'instant, on parle d'autre chose. J'ai dit, attention, nous prenons du retard. Et en ce temps-là, on avait l'ANSSI qui commençait voulait recruter, ils cherchaient à peu près 100 des ingénieurs, une centaine, ils n'en trouvaient pas. Et donc, petit à petit, on a pris le train en marche. Et il n'y a pas très longtemps, au niveau du ministère, on a parlé de 5e dimension. C'est-à-dire que la cyber est devenue une arme. Pour avoir une arme, il faut que ce soit servi par des militaires. Donc, l'armée de terre a décidé en 2017 de créer ce BTS. Pourquoi un BTS? Parce qu'il faut quand même que les élèves, que les personnes aient un brevet. Donc, on s'est adossé sur ce BTS, qui est un BTS SNIR, Système numérique, informatique et réseau. À cela, on a ajouté des matières qui étaient nécessaires. Au début, on a ajouté ne me demandez pas pourquoi, du russe et de l'arabe. Les employeurs, pour l'instant, ont demandé à ce qu'on revienne à des choses basiques, l'anglais. C'est un peu normal, puisque tout est en anglais, donc il faut être pragmatique là-dessus. Et ensuite, on a ajouté du sport. Vous verrez pourquoi du sport. Parce que, avant tout, on forme, entre autres, ils deviendront des militaires pour certains. Et il a fallu ajouter une matière supplémentaire qui est la cyberdéfense. J'ai l'honneur d'enseigner donc au sein du BTS, donc la cyberdéfense. Mais attention, nous ne formons pas des hackers, nous formons des futurs militaires et des futurs personnels qui vont aller dans les services de renseignement. Donc, on parle surtout de hacking éthique, c'est-à-dire c'est encadré. Nous ne sommes pas des gens qui allons attaquer pour faire du... Nous sommes là pour respecter les règles, que ce soit les règles françaises, les règles internationales. Alors, avant de parler du recrutement ou du BTS, il faut qu'on revienne un petit peu à l'organisation des lycées militaires. Pourquoi un lycée militaire?
un lycée militaire est séparé, il y a deux parties. Et la partie aide à la famille, parce que tout simplement, les militaires, les personnels civils du ministère des Armées étaient appelés à aller un peu de mutation en mutation, plus ou moins courte ou longue. Donc il fallait que les élèves aient une structure. Donc ces lycées militaires, leur première mission, c'était donc d'aide à la famille. Donc ça allait de la seconde à la terminale, et il y a donc un lycée qui fait de la 6e aussi à la terminale. Et la deuxième partie, c'est le recrutement. Donc le BTS s'inscrit dans le recrutement du ministère des Armées. Ce BTS a été créé par 3 employeurs: l'armée de terre, la DGSE, Direction générale de sécurité extérieure, vous voyez bien pourquoi, et la DRSD, qui est la Direction du renseignement à la sécurité et de défense. DRSD qui est là pour protéger les installations, que ce soit militaires ou des installations des sociétés qui travaillent pour le ministère des Armées, ou aussi le personnel du ministère des Armées. Donc ce BTS a été créé pour fournir aux armées, ces 3 employeurs, des techniciens de bon niveau. Donc adossé à un BTS parce qu'il faut un diplôme de l'éducation nationale et aussi des matières particulières. Donc ces élèves, en sortant du BTS après 2 ans d'études, vont pour moitié à l'armée de terre, parce que c'est le plus gros employeur, et ensuite ceux qui ont financé un peu ce BTS. Donc actuellement, nous sommes à la 4e promotion, qui va sortir donc au mois de juin. Donc ces gens vont aller donc, en tant que techniciens. Ils sont combien par promotion? C'est secret. Ah, okay. Non, ils sont alors jusqu'à 30, 20, 50. Jusqu'à l'année dernière, ils étaient 32. Notre objectif, c'est d'intégrer donc 36 à la rentrée prochaine. Et dans un avenir, on va dire d'ici 3 ans, nous aurons à peu près 120 de formés par an. Bravo. Et donc, monsieur de Saint-Cernin, de l'école de guerre économique à l'école de cybersécurité, il n'y a qu'un pas. Vous pouvez nous expliquer un peu le processus et voilà, combien d'élèves et pareil, un peu le programme. Merci. Bonsoir à tous. Encore une fois, je reprends les propos de ma voisine. Merci au mouvement européen d'avoir monté cette conférence. Alors, nous, la démarche donc, de l'école, au départ, c'était la première école est une école d'intelligence économique, qui est le mot pudique de renseignement. Et on est très connecté avec globalement les services de l'État et l'État. Et on avait donc vu arriver le BTS de Saint-Cyr-l'École, qui répondait donc à un besoin de l'armée de terre et d'un service de renseignement. Et très rapidement, on nous a demandé aussi à nous si on était en mesure de répondre. Alors, la question à laquelle on a répondu est la suivante. À ma droite, vous avez, dans la cybersécurité, celui qu'on pourrait appeler le pape. C'est toujours bien d'être à gauche du pape, même la droite. Mais le général Watin-Angoire, il a créé le FIC, et d'un coup, il a mis toute la profession vers le haut, et il a tiré la matière vers l'expertise, c'est-à-dire pousser des écoles d'ingénieurs à sortir des solutions, pousser des éditeurs de logiciels français à sortir des logiciels qui ne sont pas sur des technologies américaines. Et en fait, c'est un travail commencé il y a bien 15 ans, parce que le FIC ne doit pas avoir moins de 15 ans. Et ce qu'on nous a dit à nous, c'est des ingénieurs, des architectes, il y en a. Ils choisissent malheureusement pas tous la cyber, mais il y en a. Ce qu'il manque... Architectes, c'est dans l'informatique, hein, c'est pas des architectes qui font des bâtiments. C'est le même principe. Des ingénieurs qui vont concevoir des systèmes. Mais il y a un moment, il faut l'ouvrier. Et l'école qu'on a créée, nous, c'est un bac+2, où on peut prendre monsieur tout le monde, donc soit un bachelier, exactement comme le BTS, et on s'est rapproché du BTS, parce qu'il n'y a pas de notion du tout de concurrence, on n'est pas sur les mêmes diplômes, on n'est pas sur le même enseignement exactement. Mais nous, notre cœur, c'est de créer des ouvriers, des techniciens supérieurs qui vont assurer la sécurité au quotidien en mettant en œuvre des logiciels qui ont été inventés par d'autres. D'une certaine manière, les logiciels ils sont inventés et présentés au FIC. Nous, on va faire ensuite l'ouvrier qui va l'opérer quotidiennement. Et en fait, c'est cette catégorie-là qui aujourd'hui manque beaucoup et pour laquelle nous, on a monté l'école. Comme tout mon groupe d'écoles s'appelle école européenne, ce n'est pas un hasard, c'est que ce que vous faites en Europe, nous, ça nous intéresse beaucoup. Il y a une uniformisation des référentiels pour les diplômes, on va dire, d'État, même si le mot diplôme, ce n'est pas ce qu'on utilise, nous.
mais notre diplôme, si je puis dire, peut tout à fait être exécuté exactement de la même manière qu'à Versailles, à Berlin, ou à Madrid, ou à Bruxelles, etc. C'est les mêmes échelles, c'est les mêmes référentiels. Et nous, dans la mission qu'on a, on peut tout à fait parler avec une école espagnole, lui dire voilà comment vos élèves doivent suivre les cours pour avoir le même diplôme que nous. Donc il y a cette volonté de partager ça, mais nous on s'est vraiment positionné sur un bac+2. Et je le dis d'autant plus que nous avons une dame de la mission locale ici présente, à qui j'invite fortement à nous envoyer des candidats. Non seulement on a des bacheliers, on en a eu par Parcoursup, donc la même plateforme que pour le BTS, mais on aime aussi beaucoup des gens qui sont en reconversion, qui ont 25, 30 ans, qui ont eu un premier début de carrière moyen. Alors c'est un chemin d'humilité, parce qu'il faut repartir à bac pour faire un bac+2. Donc quand on a 25 ans, 30 ans, ça peut être inconfortable. Mais en passant par l'école, vous êtes sûr de ne plus jamais être au chômage. Et aujourd'hui, dans la scolarité actuelle, nous, c'est la deuxième promotion qui arrive là au mois de septembre, aucun des élèves ne paye sa scolarité. Ils sont tous en alternance dans des entreprises. Et dans 10 jours, je vais à l'œuvre de mon voisin au FIC pour aller voir des entreprises. À Lille, hein, je répète. Voilà, à Lille. Pour aller voir des entreprises et leur proposer nos élèves. Le gouvernement a officialisé ce matin le prolongement d'une aide à l'apprentissage. Donc aujourd'hui, pour une entreprise, prendre un apprenti, c'est recevoir 8 000 € de subvention. Globalement, l'apprenti, vous lui versez 1 000 € par mois, donc 12 000 € sur l'année, moins 8 000 de subvention. Il vous coûte 4 000 € sur l'année, c'est-à-dire 370 € par mois, et vous avez un ouvrier du quotidien. Voilà. Est-ce qu'un néophyte peut venir dans votre école? Alors, un nul de chez nul en informatique? C'est le concept même de l'école, c'est de prendre des gens au niveau auquel ils sont. On fait un examen qu'on a créé, qui est une sorte de QCM. Si la personne a 0, alors on ne le prend pas. S'il a 20 sur 20, on ne le prend pas. S'il a 15 sur 20, on ne le prend pas. Ou vraiment, limite. C'est à partir de 5 sur 20, entre 5 et 10, où là, on sait qu'on va lui apprendre quelque chose. À 0, on part de trop loin. À 20 sur 20, il n'apprendra rien chez nous. Voilà. Donc, l'objectif, c'est monsieur tout le monde à qui on va donner ces notions-là, et on l'emmène quand même en 1000 heures de cours sur 2 ans, 2 fois 500 heures. Voilà. C'est ça le cœur de l'école de Versailles. Par contre, vous, c'est les bacheliers, c'est ça, hein? Pardon. Alors, concernant le BTS, le recrutement donc, se fait aussi sur Parcoursup, mais nous recrutons donc dans 3 directions. Alors, il y a le bac professionnel, donc il faut qu'ils aient quand même un petit vernis informatique. Donc, c'est à peu près 4 places. Le bac STI2D, donc c'était technique, dominante informatique, à peu près donc, 16 places aussi. Et ensuite, le bac général, avec une petite dominante en physique et en maths. Merci, mon général. Vous avez quelque chose à dire? Oui, alors je voulais simplement dire que ce que viennent de nous dire nos 2 amis est essentiel. Est essentiel parce que trop souvent, quand on parle de cybersécurité et des métiers de la cybersécurité, vous avez des gens qui disent attendez, moi je ne serai jamais polytechnicien, centralien, supélec, c'est trop pour moi. Non, comme l'a dit tout à fait notre ami, il y en a, on en a. Là où on a un problème, c'est en dessous. Alors quand je dis en dessous, ce n'est pas péjoratif. Et ceux qui travaillent, en fait. Je crois que c'est très important de montrer. C'est très important de montrer que par le cyber, il y a des jeunes qui étaient paumés, des exclus de l'orientation classique et qui retrouvent une voie. Notamment le cas des surdoués. Alors ça peut vous paraître surprenant. Beaucoup d'enfants surdoués sont des enfants qui sont paumés. Eh bien, ils vont retrouver par le cyber, d'une manière un peu progressive, une manière de se remettre en position. J'insiste sur un autre point. Quand on dit cybersécurité, tout le monde pense technicien, ingénieur. Il y a des sociologues, des philosophes, des juristes, des géographes. On a besoin de tous les métiers parce que tous les métiers aujourd'hui ont une déclinaison cyber qui n'est nécessaire. Quand on construit quelque chose dans une entreprise, il faut associer les gens de la production, les gens de la gestion, les gens les juristes, et ainsi de suite. Donc voilà, aujourd'hui, je crois qu'il faut dire, et surtout, si vous avez des jeunes femmes autour de vous, dites-leur,
de venir dans le cyber. Ce n'est pas un métier macho, peut-être que le vocabulaire est macho, mais ce n'est pas normal qu'alors qu'il y a 50, et quelques poussières, enfin quand je dis les poussières au sens statistique, de femmes en France, un peu plus que d'hommes, il n'y a que 8% de femmes. Et encore, quand je dis 8%, je suis généreux dans la cybersécurité. Cherchez l'erreur. Il y a un problème. Et ça, ce problème, il faut absolument le surmonter. Je ne suis pas un féministe. Mais je dis, moi, les anomalies statistiques, ça m'interpelle. Je dis, un problème, pourquoi? Voilà. Donc, si vous avez des jeunes femmes autour de vous, dites-leur, allez-y, c'est aussi un métier pour vous. Merci, mon général. D'ailleurs, moi, je fais partie de l'association Elle Bouge, qui a été créée par Marie-Sophie Pavlak, qui était dans le milieu automobile à la base. Elle est ingénieure. Donc, elle a créé Elle Bouge il y a à peu près une quinzaine d'années. Et donc, je suis marraine. Et donc, avec toutes les marraines, on va dans les écoles, dans les collèges et les lycées. Et on incite les filles à faire des études d'ingénieur. Donc, pas que de la cyber, mais déjà ingénieur en aéronautique, en tout, et dont la cyber. Donc, Elle Bouge. Regardez, il y a plein de choses aussi dans les Yvelines, dans le 92 aussi. Mais regardez, et puis vous pouvez être marraine ou parrain, Elle Bouge. Allez dans les lycées et les collèges. Et voilà, comme nous, au mouvement européen, on va dans les écoles pour parler de l'Europe, et bien là, c'est pareil, quoi. Voilà. Donc, merci, mon général. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction, voilà, c'est comme la prose de M. Jourdain, on en fait tous, en fait. Voilà, la cyber. Mon général, gardez le micro, parce que j'ai une question pour vous, et après, les autres répondront aussi. D'après vous, mon général, la cybercriminalité est-elle la criminalité du 21e siècle? Après, on verra avec les industriels que nous avons autour de nous et ce qu'on fait au niveau européen. Alors, je vais faire très court parce que sinon, on y resterait jusqu'à demain matin. Mettez-vous à la place d'un délinquant intelligent et dites-vous qu'ils sont intelligents. Il n'y a que les insuffisants du QI, les neuneux de service qui vont faire le crédit agricole. Parce que s'ils vont faire le crédit agricole, ils vont avoir 800 €, 1000 € en cash, ils vont laisser des traces, et finir aux assises et en réclusion. En revanche, le délinquant intelligent, il a compris qu'en allant dans l'espace numérique, jamais il était aussi près de sa victime, parce qu'il est devant sa victime sur son écran. Mais sur sa victime, dans son smartphone, peut-être même dans sa victime, si mon pacemaker était connecté. Ça veut dire qu'il n'a jamais été aussi près de sa victime et aussi loin de son juge, de son policier, de son gendarme. Donc le rapport coût-efficacité est génial. Si on a compris ça, on a tout compris. Je me souviens qu'en 2004, j'étais conseiller d'un ministre de l'Intérieur qui est devenu président de la République. Lui, il a bien tourné, moi je suis resté à mon niveau, au FIC. Donc, il me disait, la délinquance diminue, je suis bon. Je lui disais, non, monsieur le ministre, vous n'êtes pas bon, vous êtes excellent. Mais elle ne diminue pas, elle s'évapore. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le délinquant est en train de se transférer vers l'espace numérique, abandonnant l'espace réel. Alors, il y a toujours des crimes et délits sur l'espace réel. Et le problème, et je termine là, c'est que quand un politique fait le marché pour distribuer des tracts, quand un ministre va dans sa ville, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui dit, ah, monsieur le ministre, vous savez, ces jeunes qui fument le pétard et qui font trop de bruit avec leur mobilette. Alors, quand ils rentrent au cabinet du ministre, enfin, au ministère, on va faire des lois pour empêcher les jeunes de fumer le pétard et de faire du bruit avec les mobilettes. Mais Mme Michu n'est jamais allée voir un ministre en disant, on n'en peut plus des cyberattaques. Mais le jour où il va y avoir une queue de plaignants, entreprises, collectivités territoriales, et ça commence à arriver. Là, on dit à l'État, dis donc, toi, t'es fait pour quoi, l'État? T'es fait pour distribuer de l'argent, 50 € ici, 100 € là, 3 € de plus pour le remboursement des lunettes? C'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est la sécurité des personnes et des biens. Tu le fais, très bien, tu restes légitime. Tu ne le fais pas, tu disparaîtras. Et je le dis, si l'État, si les administrations ne font pas leur job dans les 10 ans à venir, elles vont disparaître. Tout simplement parce que les GAFAM arrivent avec des moyens financiers considérables, et vont s'intéresser à votre santé, vont s'intéresser à bien d'autres points encore, et puis un jour, ils s'intéresseront tout simplement à votre sécurité. Donc, l'État, s'il veut demeurer, il a intérêt à remonter les manches et à faire son boulot. Merci, mon général. Vous passez votre micro à votre voisin, s'il vous plaît. Donc, Yassir Kazar, la question est, qui est concerné par la cybersécurité? Tout le monde. Est-ce que les grandes organisations se font attaquer? Enfin, voilà, on vous écoute.
Alors, je pense que c'est ce qu'on dit un peu depuis le début de la soirée. Si on parle de manière très générale, tout le monde est concerné par la cybersécurité. Bien que le terme cybersécurité soit un terme en fin de compte assez fourre-tout, hein, ça nécessiterait presque une soirée à part entière pour pouvoir cerner les limites de ce qu'on entend par cybersécurité. Mais oui, parce que je pense qu'il faut prendre la mesure du rapport qu'on a développé à la technologie et aux techniques aujourd'hui, la dépendance qu'on a pris, puis un peu cette sorte de fuite en avant. C'est-à-dire que la technologie a permis des essors assez monumentaux hein, pour la nature, pour l'humain. On a développé des microprocesseurs qui ont des capacités de calcul qui dépassent l'entendement. On a développé l'intelligence artificielle, on a développé des smart contracts, les cryptocurrencies. Je peux aller à l'infini avec ça. Donc, d'un certain côté, ça a permis des avancées qui sont assez considérables. Et c'est peut-être là où c'est intéressant, en fin de compte, et d'ailleurs c'est un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, on l'a perdu, mais je pense que c'est quelqu'un dont il est important de reparcourir les œuvres aujourd'hui, qui disait que la technologie, en fin de compte, c'est un pharmacon. Pharmacon, c'est un terme grec qui dit que, en fait, c'est en même temps le poison et l'antidote. Un peu comme une arme à double tranchant. Et donc, du coup, là où cette technologie nous a permis des avancées majeures, ça représente aussi quelque part le tendon d'Achille de nos sociétés aujourd'hui, avec toutes les données qu'on partage dedans, avec toute la fragilité que ça a créé, avec des systèmes interconnectés où aujourd'hui, on peut, via Internet, se connecter à des chaudières dans des maisons et augmenter la température sans être présent. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas développé des grilles de lecture qui nous permettent de mesurer en fait l'ampleur de ce qui s'est passé et de maîtriser cette technique et cette technologie. Donc quelque part, ça nous échappe. Partant de là, donc on a créé un terrain de jeu dans lequel on a aussi une diversité d'attaquants potentiels. Et ça, je pense qu'on ne se fait pas une idée de l'ampleur des attaquants. Je pense qu'on est un peu toujours, et je vais un peu prêcher pour ma paroisse, dans le cliché du hacker avec le hoodie qui va essayer d'attaquer les entreprises. Le hacker, étymologiquement parlant, c'est un terme qui est apparu dans les clubs du MIT il y a un demi-siècle. C'était principalement pour décrire des gens très brillants d'un point de vue technologique, et qui étaient des matheux, des ingénieurs, et qui ont compris qu'ils pouvaient jouer avec l'informatique et contourner en fait les fonctionnements de ces systèmes et ont créé quelque chose d'encore plus intéressant. Donc, étymologiquement, il n'y a rien de péjoratif dans le terme hacker. Et on confond d'ailleurs ça à la place de cybercriminel. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser le terme cybercriminel. Et tout ça pour dire que si on prend par exemple les études qui sont faites par l'ENISA, qui est un centre européen pluridisciplinaire extrêmement riche, quand on regarde les différents profils d'attaquants qui existent sur le marché aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle les script kiddies, les petits jeunes qui le font pour s'amuser, pour la gloire, juste pour dire je suis rentré sur le site de la NASA par exemple. On va trouver le cybercriminel, donc avec un raisonnement héroïste où lui son but c'est d'escroquer de l'argent. On va trouver le cyberterroriste, on va trouver le cyberactiviste, on va trouver l'entreprise concurrente, on va trouver le renseignement, ainsi de suite. Donc il y a une grille qui est assez explicite dans laquelle par exemple on ne trouvera jamais le mot hacker. Il n'existe pas dans la grille d'attaquants potentiels. Et donc cette diversité de profils fait aussi que, en fait, tout le monde est concerné. La petite boîte comme la grande. Et ceux qui disent « moi, j'ai rien à cacher », en fait, ils se trompent parce qu'ils partent du principe que l'attaquant veut forcément leur prendre de l'argent. Alors que des fois, l'attaquant, il veut juste récupérer de l'information parce qu'il a un appel d'offres qu'il veut gagner. Et en fait, il ne va rien vous voler. Au contraire, il a intérêt à ne pas se voir. Ou parce que l'attaquant, c'est juste un petit jeune qui va le faire pour la gloire. Donc, il n'a rien à détruire. Mais lui, il était parti du principe qu'il voulait rentrer sur un site pour démontrer qu'il est très, très compétent. Donc, en fait, on est dans un engrenage complexe, comme ça a été dit, où la diversité des systèmes qu'on a construits, la diversité des profils des attaquants, et le manque de grilles de lecture qui nous permettent d'analyser tout ça de manière proactive fait qu'on est tout le temps dans une fuite en avant qui est difficilement arrêtable. En tout cas, pour l'arrêter, il faudra des moments comme ça où quelque part on crée une sorte de pause pour prendre un peu de recul par rapport à presque cette course effrénée dans laquelle on est au quotidien et peut-être espérer avoir émergé de nouvelles réponses, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de collaborer pour diminuer le risque pour les différentes entités. Merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers M. Bosco et donc RHEA. On parle beaucoup depuis plusieurs années de Smart Cities, donc les villes intelligentes. Une de leurs caractéristiques principales est leur haut degré d'informatisation, de digitalisation. Du coup, sont-elles particulièrement vulnérables aux cyberattaques? Que font-elles pour s'en prémunir? Et voilà.
Et arrive-t-elle à gérer le risque cyber? Voilà, 2 questions en une. Merci, oui. La question de la cybercriminalité, elle est à mon sens, simplement une instantiation de la question de la criminalité. Nos sociétés voient se développer, on fait face à des problèmes de criminalité depuis, entre guillemets, depuis toujours. Et l'avènement d'une société digitale conduit naturellement à ce que la criminalité s'adapte à cet environnement. Et à mon sens, la cybercriminalité n'est pas une branche particulière ou une spécialisation de la criminalité. C'est simplement une manière d'être criminel et d'évoluer dans l'environnement qui est là et qui se trouve être de plus en plus digital, et d'utiliser les moyens apportés. Je suis assez... En faisant une digression dans ma tête, je comparais ce que vous aviez dit, Yassir, dans l'atelier où vous disiez qu'un hacker éthique qui travaillait comme ça pouvait arriver à gagner 4 ou 5 000 euros par mois. C'est à peu près ce que gagne un guetteur en cité quand il fait le P en cas de visite de la police sur un site de deal. Donc je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles on ne décriminalise pas certains commerces. Donc voilà, je crois que la cybercriminalité, c'est de la criminalité qui utilise et qui à la fois utilise des technologies de type cyber, digital, et qui évolue dans un monde qui lui-même est de plus en plus digital. Alors, la question sur la ville est particulièrement intéressante à mon sens, parce que on est bien, je crois qu'on a tous évoqué le fait qu'on est un petit peu à court de réponses, parce que les technologies évoluent beaucoup plus vite qu'elles n'ont évolué, que, à nouveau, Yassir, je vous cite ce que vous disiez précédemment, nos esprits n'ont peut-être pas évolué assez vite. Nos valeurs au niveau de l'humanité n'ont pas évolué suffisamment vite pour intégrer ce nouveau monde. Et alors, la ville, c'est un endroit qui, je dirais surtout les grandes villes, c'est un endroit qui est à la fois fini, à comparer à la Terre, mais qui regroupe en son sein l'essentiel de l'activité humaine. Donc, si on veut protéger l'activité digitale dans une ville, on va devoir protéger là où la digitalisation aide au transport, là où elle aide aux services sociaux, là où elle aide à l'éducation, là où elle aide à la gestion de l'eau et plein d'autres choses. Et donc, la ville, en particulier celles qui ont investi largement, et il y en a de plus en plus dans l'informatisation, devient un terrain de jeu particulièrement intéressant sur tous les plans, en termes de déploiement technologique et donc besoin de protéger cette infrastructure, en termes de comment les citoyens réagissent tant à cette digitalisation qu'aux dangers face à des cyberattaques. Et donc, nous, dans le groupe, nous mettons, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons commencé par de la cybersécurité pour le spatial. Nous mettons maintenant l'accent à l'adaptation de ce qui a été déployé et développé pour le spatial au contexte de la ville, qui est un monde fini, mais qui est extrêmement complexe de ce point de vue-là. Et peut-être aussi, et ça c'est quelque chose que nous ne faisons pas, mais qui vaudrait la peine d'être analysé, étudié et travaillé au sein des villes et peut-être même des municipalités, comment le citoyen réagit et comment le citoyen se comporte déjà au niveau d'une ville. Voilà, petite réflexion. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Céline Ruiz, donc de la Commission européenne. Pouvez-vous nous en dire plus sur le centre de compétences européen en matière de cybersécurité? Vous en avez parlé très, très rapidement tout à l'heure en atelier. Tout le monde n'était pas là, donc nous avons hâte de vous écouter.
Je vous ai parlé tout à l'heure de la nouvelle stratégie de cybersécurité de l'Union européenne présentée en 2020, dont découlent beaucoup d'initiatives législatives. Une directive qu'on vient d'adopter donc avec les États membres. Quand je dis on, c'est Commission européenne, elle propose une initiative et puis ensuite c'est négocié par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne où sont représentés les États membres. Et comme vous l'avez dit, la France est un des pays sur les 27 qui est très actif et très avancé sur les sujets cybersécurité, sur les sujets numériques en général d'ailleurs. La France était très allante sur la réglementation, la régulation des services numériques et des marchés numériques, les GAFAM. Donc on est peut-être entre les États-Unis et les Chinois, mais croyez-moi, l'Europe est très active et ils vont se heurter à un mur en termes de régulation. C'est fini le Far West. Donc ça sera, vous voulez opérer au sein du marché intérieur, ce sera aux conditions de l'Union européenne. Ça c'est à partir de 2023, la fête est finie. On va siffler la fin de la récréation. Et ce sera aux conditions définies par l'Union européenne dans sa régulation. Donc, pour en revenir précisément à la cybersécurité, parmi les différentes initiatives, je l'ai dit, il y a les infrastructures critiques, eau, énergie, transport. Donc, on a renforcé toutes les conditions de signalement et de protection de ces infrastructures absolument stratégiques dans tous les États membres. Donc ça, c'est une directive qui vient d'être révisée et qui vient d'être adoptée. Et puis, on est en train de créer effectivement un centre de compétences au niveau de l'Union européenne qui va avoir son siège en Roumanie, à Bucarest, et qui va travailler avec les réseaux nationaux, les autorités compétentes dans chaque État membre, pour renforcer les compétences et pour mieux utiliser les fonds européens qui sont dédiés à la recherche et à l'innovation en matière de cybersécurité. Donc ça va se mettre en place, ça sera opérationnel en 2023, en juin 2023. On vient de nommer le directeur. Et ça va être une nouvelle structure assez importante qui fera travailler différentes autorités compétentes de tous les États membres pour qu'on soit beaucoup plus performant en termes de recherche, d'innovation et de compétences. Vous l'avez dit, on a un problème de compétences. Il y a 500 000 postes en matière de cybersécurité qui sont restés vacants dans l'Union européenne en 2020. Donc on a beaucoup de travail en termes de formation sur ces enjeux numériques et sur la cybersécurité. Voilà, une des initiatives parmi beaucoup d'autres. Mais effectivement, on pourrait en parler jusqu'à demain matin parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises pour faire face aux enjeux numériques. Merci beaucoup Céline. Une dernière question à notre panel, enfin même deux dernières questions avant que vous passiez la parole, parce qu'il reste encore une petite demi-heure. Luigi Rebuffi, c'est pour toi? Oui, en fait je le tutoie parce qu'on travaille ensemble chez Thales, en fait, avant, il y a très longtemps. Alors, deux questions. Est-ce qu'il y a une cybersécurité, une souveraineté dans ce domaine en Europe? Et deuxième question, est-ce qu'on investit assez en Europe dans la cyber? Pareil, vous avez 4 heures. On a dit tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure un peu de la souveraineté. Mais c'était dans l'atelier en fait. Et tout le monde n'était pas là. Ah bon, oui. Ouais, tout le monde n'était pas là. Ok. Non, un instant, j'ai rebobine un instant. Parce que, juste une chose, les Russes, aujourd'hui, ça serait vachement intéressant de le savoir, de les connaître. Parce que tous les hackers, tous les attaques qui viennent de la Russie, ils sont écrits en russe. Enfin, les menaces, quand on voit les hackers, Killnet, ce jour-ci, c'est une activité avec des légions qui sont partout. C'est toi qui parlais tout à l'heure de l'Eurovision. Oui. Oh, parle-en, c'est hallucinant. Honnêtement, j'ai appris quelque chose. Vas-y, reparle de l'Eurovision. Et de quoi De l'Eurovision, ce qui s'est passé à l'Eurovision. Ah oui, l'Eurovision. Parce que c'était la semaine dernière, vous avez tous c'était suivi qu'on était nuls. Mais... C'était l'Eurovision qui a eu lieu à Turin, en Italie, et retransmis par la RAI, donc la télévision italienne, et a été attaqué pendant la transmission par un groupe Killnet. C'est un groupe qui est constitué par différentes légions, des hackers éparpillés, je dirais, assez indépendants. Et ils ont attaqué la RAI. Et la RAI, donc il y a un chef de la sécurité, enfin un consultant en sécurité qui a bien protégé de l'attaque, qui était assez important pour éviter qu'ils transmettent une certaine partie, et surtout vu que c'était évident que l'Ukraine allait gagner, oui, entre guillemets.
Et donc, ce type, ce responsable, ce consultant était tout content. Il a déclaré à droite à gauche, on était bon, on était fort, comme ça, et ils sont nuls. Alors, vous pouvez imaginer les réactions des hackers russes. Il dit, oui, on est nuls, maintenant on va te faire voir comment on est nuls. Et ils ont commencé à déclarer, et ça effectivement sous Telegram, j'ai le site là, donc Telegram, en russe, c'est écrit, nous maintenant on va attaquer l'État, les ministères. Ils ont comment dire, descendu le site web du ministère des Affaires étrangères italien, tout simplement, le conseil de la magistrature, le ministère de la culture, et après ils ont attaqué les banques, les transports, les aéroports. L'équivalent total, l'équivalent total qui était, oui, l'équivalent total en Italie, l'ENI, donc qui était vraiment submergé par ces demandes qui bloquent leur capacité, le distributed denial of service pour ceux qui connaissent, qui bloquent la capacité tout simplement de rendre le service, parce que il y a eu jusqu'à, ils ont dit, des pics à 300 000 hits per second. Des coups par seconde. Donc c'est vraiment, c'est comme vous posez des questions à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer de donner, même pas d'ouvrir la bouche. Donc tout ça, et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était amusant parce que je n'ai pas raconté tout à l'heure la suite. C'est que apparemment, c'était d'après ce qu'on sait, c'était les chefs de cette Killnet. Ils ont utilisé ça pour entraîner les jeunes. La formation live. Ils ont donné, parce qu'ils ont même écrit sur le site en russe, et après j'ai eu la traduction, ils ont donné les outils à utiliser. Ils ont donné, voilà, utilisez ça, ça, ça et ça, et voilà les cibles. Donc les chefs ils ont donné ça. Mais Anonymous Italie, ils ont dit, bon maintenant, puisque c'est ça, nous on va attaquer les banques russes. Ils ont attaqué très vite après, les chefs ils ont dit, bon arrêtez là avec l'Italie. Ils sont passés à la Pologne. Vous ne verrez plus jamais l'Eurovision de la même manière. Et je vous assure, je suivais ça un peu, c'était comme un match de foot. Parce que... Et donc, est-ce qu'on investit assez en cyber en Europe? Voilà, c'est en cyber en Europe, bien sûr que non. Et bon, bien sûr que non. Je disais que je fais le rebobinage rapidement. Les femmes, on a créé la Women for Cyber, la fondation Women for Cyber, et on a créé. Et maintenant, il y a des chapitres dans tous les pays d'Europe qui sont en train de se créer. En France, on a créé il y a quelques mois le chapitre français, donc pour effectivement aider les femmes à s'approcher de l'activité cyber. Et ça, on est en train de monter des activités de mentoring. On va créer une académie pour les femmes à la cyber et une plateforme pour l'embauche, pour les jobs, pour les femmes. Et après, les hommes aussi vont l'utiliser. Et autre chose aussi, quand on parle d'investissement, on est en train on a une très grosse différence par rapport aux États-Unis quand on parle des investissements. Et je ne parle pas seulement des investissements de la Commission, d'autres choses, mais des investissements du privé, du secteur privé, ce qu'on appelle les capital ventures, les investissements des banques, etc. On a encore un facteur 10 par rapport aux États-Unis et Israël et autres choses. On est très en retard parce que le concept, le marché est assez différent. Donc on essaie de les aider. On essaie de créer un fonds d'investissement européen d'1 milliard d'euros pour les startups. Et on est encore très loin de ce qui se fait aux États-Unis. On y travaille, c'est déjà quelque chose, avec la Banque européenne d'investissement, avec le soutien de la Commission, etc. Mais c'est là où je voulais faire une remarque. Les investisseurs, les plus gros investisseurs européens, qui sont encore très petits par rapport aux Américains, ils nous disent, oui, mais nous, on donne 10, 20 millions à ces startups, mais startups, ils l'utilisent pour développer la techno, pour faire de belles choses. Mais nous, on est fort, on est bon en Europe avec la techno, on a des compétences. Et les investisseurs, ils devraient commencer à l'investir dans des gens qui font du commerce. Donc, quand vous avez dit tout à l'heure qu'il faut des différents secteurs, vous n'avez pas cité les gens qui font du marketing et des ventes. Mais les investisseurs nous disent, mais c'est là qu'il faut aller. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, vraiment, qui veulent vendre, ils vont chercher les commerçants aux États-Unis, dans le Royaume-Uni, parce qu'ils ont une conception différente de la vente. Aujourd'hui, ce nous disent l'investisseur, il y a une société
européenne qui est cotée 10 en Europe, hein, et parce qu'ils savent se vendre pour 10, la même société, il va aux États-Unis, ben, elle est cotée 50. Comment ça se fait? Parce qu'il y a des gens qui arrivent à monter tout un ensemble, comme quoi, et alors du coup, les Américains, ils l'achètent. Ils l'achètent parce que c'est bien proposé, tout ça. Et nous, on perd des compétences, et là, on revient aux problèmes de la souveraineté, et là, on perd de la souveraineté, enfin, on peut dire comme ça, la souveraineté. Voilà, donc la boucle est bouclée. Investir en Europe, utiliser européen, déjà utiliser Quant, déjà, donc QWANT et pas Google, déjà ça commence par là. Hein. Éviter tout ce qui est cloud, voilà, c'est aussi l'hygiène informatique dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Yes. Question là-bas. Est-ce qu'il y a des micros? C'est celui-là? Il faut donner celui-là? Peut-être 2 micros, non? Des deux côtés? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je ne lance pas. Non, je ne lance pas. Pas d'accident. Celui-là, il marche. Celui-là, il marche. Merci. En fait, c'est une question d'éducation. Je trouve que c'est tout à fait passionnant ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu ce soir. Et je trouve regrettable que la moyenne d'âge de la salle soit aussi élevée. Et je me demande, y compris moi la première, hein, moi la première, je me demande comment vous pourriez raconter toutes ces choses extraordinaires à des jeunes. Il en manque donc 500 000 en Europe. Là. 100 000 en France et 500 000 en Europe, c'est énorme. Voilà. Comment allez-vous faire? C'est grave, c'est vraiment grave. Je me demandais s'il y avait un projet, comment ça pourrait se faire dans les écoles ou autrement, ou au niveau local. Enfin, je ne sais pas trop comment, mais il faudrait vraiment que le message passe. Et vous êtes là pour ça, non? Vous allez être notre ambassadrice? Moi, je suis là pour ça, mais moi, je suis une vieille Vous avez retraitée. des petits-enfants, des petits-neveux, des voisins? Oui, oh, et croyez-moi, chez nous, ça passe. Hein, on est tous dans l'informatique, donc chez nous, ça passe. Mais c'est passionnant ce que M. de Saint-Servant et j'ai oublié votre nom, mais oui, le BTS, oui, c'est tout à fait passionnant. Mais moi, je l'ai appris ce soir, mais on ne le savait pas. Je ne le savais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Comment allez-vous faire? Alors en fait, le conflit ukrainien, paradoxalement, peut aider parce que les jeunes se mettent sur la cyber quand ils sont touchés dans leur usage. Parce qu'il y a deux choses en cyber. Il y a se faire voler des données et quand on est à la tête même d'une petite entreprise, quelles seraient les données qui seraient vraiment embêtantes à être volées? Quand on regarde bien, il n'y en a pas beaucoup. Et celles qui sont vraiment importantes, mais il ne faut pas qu'elles soient sur un support qui soit éventuellement accessible depuis l'extérieur. Ce n'est pas très compliqué à imaginer. La deuxième chose, c'est l'usage. Tout à l'heure, on a eu par le maire, le vice-président du conseil départemental, si j'ai bien compris, il y a un logiciel qu'utilisent les mairies qui a été touché. Là, c'est l'usage qui est touché. Les hôpitaux sont attaqués aujourd'hui beaucoup sur l'usage. Le conflit ukrainien, à un moment, on a eu une panne Internet en France. Et là, des jeunes ont perdu la connexion Internet. Et ça, en fait, dans leur esprit, ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Ils ont perdu un usage. Ils n'ont pas perdu une donnée, ils ont perdu un usage. D'un coup, je ne pouvais plus me connecter. Et en fait, c'est quand une grande partie des jeunes aura pris conscience qu'à un moment, ce qu'ils font tous les jours ne sera plus possible parce que ça a été hacké, parce que ça a été attaqué, que là, la notion de sécurité viendra. Aujourd'hui, expliquer à un garçon en terminale, c'est ceux qu'on voit nous passer à l'oral à l'école, que l'usage peut être coupé, la meilleure chose, c'est de leur bloquer leur Internet sur un téléphone. En fait, c'est impossible. Et là, la réaction est, entre guillemets, très violente. Et donc, si on leur dit, il y a des choses à faire pour que ça ne se produise pas, là, ils peuvent écouter. Mais tant qu'ils ne sont pas touchés dans l'usage, il y a du mal. Mais qui va leur dire qu'il y a des choses à faire? Et comment les faire? Là, vous avez parlé de la demande, moi, je vais vous parler de l'offre. Regardez l'offre en matière de formation. Alors, bien sûr que c'est des offres qui se sont complétées.
Il y a quelques années, il n'y avait pas le BTS. Il y a quelques années, il n'y avait pas l'école. Il y a quelques années, il n'y avait pas un certain nombre de masters qui existent, masters spécialisés, juridiques ou techniques. Mais enfin, dans le XXIe siècle, avec la transformation numérique qui s'accélère, moi je serais ministre de l'Éducation nationale, je convoquerais tout le monde en disant maintenant les enfants, on arrête de rigoler. On arrête. Et on va d'abord, et je l'avais dit à M. Castex quand il était venu, je lui ai dit, première mission, pas un diplôme d'État ne doit être attribué sans une composante cybersécurité. Importante, moins importante, adaptée au métier. Mais tant que l'État continuera à donner des diplômes qui n'intègrent pas cet enjeu fondamental pour le siècle à venir, alors on pourra toujours pleurer en disant il nous en manque 300 000, il nous en manque 500 000. C'est la machine qui ne fonctionne pas. C'est la production qui ne fonctionne pas. Et quand je trouve que j'enseigne dans plusieurs universités, je suis parfois très surpris. Alors je sais que c'est très intéressant pour la culture d'avoir des diplômes, mais quand je vois des jeunes qui s'enfournent les uns derrière les autres pour suivre des formations qui n'auront aucun avenir, je dis que c'est scandaleux. De mon temps fusillé, une personne tous les matins, pour l'exemple. Il va falloir y revenir. Hein ? Pour vous répondre un petit peu, que faisons-nous? Eh bien, vous voyez, je vous ai parlé du BTS. Le BTS, c'est environ 600 dossiers que nous traitons par an pour entrer dans ce BTS avec 32 places. Je vous ai dit que nous allons augmenter aussi, le lycée va augmenter aussi l'effectif. Nous allons passer quand même de 32 par an. Donc ça fait, si on compte sur les deux années, ça fait 60. De 60, on passera à 128. 128 de formés. J'ai oublié. Je ne suis pas habilité à répondre à cette question. Je ne peux pas tout dire ce soir non plus. Ensuite, autre chose, nous sommes un peu partout. Nous allons au FIC. Au FIC, nous avons un stand. Bon, cette année, on ne peut pas. Nous irons aussi au salon de l'étudiant. Nous avons un site sur le site internet du lycée. Ensuite, nos élèves, nos propres élèves vont aussi dans leurs écoles. Le général parlait des filles. On a un objectif cette année, c'est d'avoir un peu plus de filles dans ce BTS. C'est vrai que ça manque de féminité. Ensuite, au niveau du BTS, j'ai oublié de dire une chose, le BTS est ouvert à tout le monde. Nous avons ce n'est pas ouvert uniquement aux enfants de militaires ou de personnels civils du ministère des Armées. C'est tout le monde. Actuellement, on doit avoir, il me semble, 15% de familles de militaires parmi le BTS. Et vous voyez, donc, nous avons à peu près, donc, j'ai dit 500 à peu près de 500 dossiers que nous traitons. Vous voyez qu'il y a quand même une volonté de faire de la cyber parmi les jeunes. Mais c'est vrai, c'est trop petit, c'est trop faible. Et ensuite, nous avons eu l'Éducation nationale a essayé, je ne sais pas s'il y aura une, je ne vais pas parler au nom du ministère, mais nous avons formé, on nous a donné une mission il y a quelques mois de former quelques profs de l'académie en cyber. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de retour. Donc vous voyez qu'au niveau du lycée militaire, nous avons aussi notre tâche et on s'attelle à cette tâche. Paris ne s'est pas créé en un seul jour. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je regarde un peu au niveau européen. 500 000 demandes, postes qui sont pas, disons, qui ne trouvent pas de preneurs. Mais on a, à l'époque, en 2017, quand j'ai discuté avec les vice-recteurs de Politecnico di Milan, c'est mon alma mater, et on regardait, à l'époque, c'était la commission, elle avait publié une communication comme quoi il fallait 350 000 experts en 2022. Donc on y est. Ce n'est pas 350 000, c'est 500 000. Mais à l'époque, on s'est dit, si on n'a pas, si on ne considère pas 50% de la population, les femmes, on va aller nulle part. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de créer Women for Cyber. Parce qu'il nous faut, ce n'est pas parce que c'est politiquement correct, c'est tout bêtement parce qu'on a besoin de tout le monde. Et première chose. Deuxième chose, c'est que, oui, mais il faut aussi voir comment aider les écoles.
Donc, effectivement, 128 l'année prochaine, c'est pas beaucoup. Hein. Honnêtement, c'est pas beaucoup. On a besoin plutôt dans le millier. C'est ça qui est l'objectif qu'on devrait avoir. Et pas seulement votre école, je dirais toutes les universités. Plutôt, on doit parler dans les milliers pour arriver à remplir cet objectif. Et nous, on s'est dit aussi en même temps, quand est-ce que ça ne suffit pas de faire les écoles, il faut aussi créer, l'intérêt dans les jeunes. Donc, et pas seulement qu'ils réagissent quand ils sont touchés, mais créer l'intérêt, de leur donner dès le plus jeune âge l'intérêt de faire aussi, de comprendre, d'utiliser d'abord la cyberhygiène, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais aussi et ça on a dit il faut commencer à l'âge de 6 ans. Donc on a lancé l'initiative Youth for Cyber, les jeunes pour la cyber, et on a dit, bon, on commence à l'âge de 6 ans, et à l'âge d'environ de 12 ans, 10-12 ans, on dit, vous savez, ça peut être un peu plus que vos jeux, ça peut devenir une vraie profession pour la suite. Et donc, du moment quand ils vont arriver à l'âge de la décision du choix, si elle est d'un côté plutôt que l'autre, ils vont plutôt du côté de la cyber ou alors d'autres études, mais même juridiques, mais qui portent vers des directions d'intérêt pour la technologie de l'information en général, je dirais. Et donc tout ça, on s'y applique. Mais le problème, un petit détail, c'est que l'éducation, c'est une prérogative nationale. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la Commission. La Commission a des initiatives sur les skills, il y a Erasmus, d'accord, mais ça ne suffit pas. C'est chaque pays qui doit décider comment mettre en œuvre sa politique, ses activités. Donc il y a des écoles, il y a beaucoup d'écoles partout. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est je voulais dire me fédérer, mais ce n'est pas le bon mot. C'est essayer de créer des plateformes de liens à travers toutes ces activités qui aujourd'hui sont éparpillées, de créer une taxonomie commune, au moins qu'on arrive à se parler entre le Portugal et l'Estonie, qu'on arrive à dire, voilà, on va faire l'éducation sur tel et tel métier, sur tel et tel composant de la cybersécurité, et la personne qui a étudié au Portugal pour trouver son emploi en Estonie ou ailleurs. Et on n'y est pas encore, on est très loin, parce qu'on est vraiment... Les États sont encore chacun pour soi. Et il n'y a pas... Pardon, il y a chacun pour soi, et on revient au truc, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'investissement. Et pourtant, il y a tellement d'argent. Ça me sidère toujours quand j'entends des choses comme ça, parce qu'il y a tellement d'opportunités à disposition des États membres qui sont fournies par notamment la Commission. On a publié donc une communication qui s'appelle « Façonner l'avenir numérique d'ici 2030 », avec différents objectifs qui ont été définis, Commission et États membres ensemble. Encore une fois, on travaille ensemble. Ce n'est pas d'un côté l'Union européenne et de l'autre côté les États membres. Il ne faut pas voir les choses comme ça. On travaille ensemble. Et parmi les différents domaines de compétences sur lesquels on a exigé certains prérequis pour chaque État membre, les 27 États membres, il y a les compétences en matière numérique. C'est une des grandes priorités de la boussole numérique qu'on a publiée il y a quelque temps, avec la numérisation des services publics, les PME, la protection des PME, etc., la résilience en cas d'attaque, etc. Les compétences sont une grande partie des priorités stratégiques d'ici à 2030, et ça s'accompagne évidemment de financement. Ça s'accompagne de financement de différents programmes européens. Il y a un programme qui s'appelle l'Europe numérique, qui dispose d'un budget de 8 milliards d'euros pour différentes activités, notamment renforcer les compétences. Il y a un programme qui s'appelle Horizon Europe, en matière de recherche et d'innovation, qui dispose de 100 milliards d'euros. Et comme je l'ai dit tout à l'heure lors de l'atelier, il y a aussi, au niveau des plans de relance, vous savez que le plan de relance européen, 750 milliards d'euros, on a imposé aux États membres que dans chaque plan de relance national, il y en a 27, au niveau français, donc c'est 100 milliards d'euros de plan de relance, il y a 40 milliards d'euros qui viennent du budget européen, on a imposé 20% des plans de relance qui doivent aller à la transition numérique. Donc ça veut dire aussi se mettre à jour en termes de compétences technologiques, de cyber, en compétences numériques. Donc 20% du plan de relance français, 20% du plan de relance polonais qui est à venir, 20% du plan de relance espagnol, etc. Donc il y a énormément de financements qui sont à disposition des États membres, notamment pour former des gens, des experts, des ingénieurs, des ouvriers spécialisés, enfin, de renforcer les compétences numériques au niveau des 27.
Faut-il le savoir? Et y avoir accès. Oui, il y a une question là, monsieur. Moi, je vais essayer d'être bref. Oui, je crois qu'en France, il y a comme partout dans le monde et certainement en Europe, on a une pénurie d'étudiants et de jeunes dans le domaine de la cybersécurité. Ne nous plaignons pas, nous avons ce mécanisme d'alternance qui est, et là j'en témoigne puisque notre société est vraiment pan-européenne, on a des activités dans 11 pays. La France est un pays extrêmement favorisé, même si certains grands industriels se plaignent et souhaitent toujours plus. Pour une société qui arrive de notre pays européen et qui arrive en France, c'est génial, franchement. Donc je crois qu'il faut regarder les choses de ce point de vue-là aussi et profiter au maximum, ou tirer avantage au maximum de ces mécanismes qui existent chez nous. Je me posais la question si vous aviez assez d'enseignants, parce que voilà, vous produisez 128 diplômés, Luigi en voudrait 1000 au moins, il vous faut 10 fois plus d'enseignants. Moi, ce que je vois du point de vue du secteur privé qui emploie des conseillers en cybersécurité, comment nous payons nos employés, ça n'a rien à voir avec comment les écoles les mieux nanties en France et en Europe peuvent payer leurs enseignants. Alors, voilà, il y a quelque chose à faire aussi. Il ne faut pas juste se concentrer sur la matière première. Je crois qu'il faut penser aux échelons intermédiaires dans ce système-là. Alors, pour répondre à cette question, nous, on a effectivement une grande souplesse, probablement à la différence du BTS, qui est très normé par l'éducation nationale. À l'école, on est complètement libre sur cette notion. Et je vais vous donner un exemple que j'estime, moi, de blocage. Il y a eu, ça a été dit tout à l'heure par le vice-président, la création du campus cyber à la Défense, qui est un truc remarquable. Donc je suis allé voir Michel Vandenberg, qui est le patron, et je lui ai dit, dans ce bâtiment-là, il y a des grandes boîtes, et il y a quelques grandes écoles d'ingénieurs, l'EPITA, je crois, et d'autres. Et je dis, moi je propose d'installer ma petite école, donc quitter le château ici et aller se mettre là-bas, pour répondre à votre question. Parce que mes élèves pourraient avoir leur alternance dans la tour, ils montent de 5 étages et ils sont chez Orange Cyberdéfense, chez qui vous voulez. Et deuxièmement, proposer aux ingénieurs qui travaillent dans cette tour de descendre dans les salles en bas pour donner des cours. Et pour moi, ça me permet d'avoir des profs, des alternants. Ce n'est un cercle que vertueux. Eh bien, on ne peut pas se l'offrir parce que le prix du campus est tellement élevé qu'on n'a pas été en capacité de s'installer dans le campus. Alors que là, il y avait une solution de cercle vertueux. Pour mes jeunes, ils montaient pour leur alternance 3 jours par semaine. Les 2 autres jours, c'était en bas. Et les profs, pourquoi ils acceptent d'être profs? En fait, c'est par passion. Et c'est par pédagogie, c'est très rarement pour l'argent. Ce n'est pas parce que vous allez donner 90 € de l'heure à un prof, ou 110, ou 60, que ça va changer quoi que ce soit. Il descend, enfin il vient donner des cours, en tous les cas c'est le cas ici, parce que ça le passionne de donner des cours, parce que, un peu comme le BTS, nous, enfin en tous les cas moi c'est ma philosophie, je fais des petites classes, donc votre voisin ne va pas être très content, mais moi je fais des petites classes, car j'aime bien que les élèves soient peu nombreux autour du prof, et en fait le prof prend véritablement un vrai plaisir à transmettre à des jeunes et les voir grandir. Le moteur est là. Aujourd'hui, et je le dis devant notre grand ami, le campus cyber, c'est une super idée. Aujourd'hui, c'est très cher. Alors oui, si je m'appelle Orange Cyberdéfense, je paye. Si je m'appelle Atos, je paye. Quand je m'appelle une école raisonnable comme ici, l'ECS, on ne peut pas se payer un truc là-dedans, alors que ça aurait réglé tous les problèmes. J'ai entendu parler d'un campus qui va s'installer dans les Yvelines, qui est un peu le clone. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il s'installe à Versailles? Je ne le dis pas parce qu'il y a des gens de la municipalité actuelle, mais il aurait été bien. C'est dommage que le monsieur du département ait filé là, parce que je l'avais à l'œil, lui. Lui, je l'avais à l'œil. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à mettre ce campus-là, parce que là, en fait, ce n'est que vertueux. Mais aujourd'hui, c'est un projet, je suis désolé, et je le dirai volontiers au FIC. Si vous me donnez la parole, mon général, devant l'amphi, il n'y a aucun problème pour le faire, pour expliquer que c'est un truc qui a été pensé pour des gens qui sont très très riches, d'une certaine manière, qui engagent l'argent de leur boîte, donc ce n'est pas le leur.
c'est quand même plus facile, mais ça coûte une fortune et c'est un vrai frein au développement. Bon, moi, je suis une école minuscule, mais des écoles comme moi, il pourrait y en avoir une quinzaine en France et ça pourrait donner du fruit. Voilà. Votre question, monsieur ? Oui, ça y est. Ça marche? Oui, oui c'est bon, allez-y. Oui, ma question, ça va plus être sur l'enseignement. C'est concernant la position de l'Europe sur toutes les monnaies numériques, les bitcoins, etc. Parce qu'on entend beaucoup parler de la régulation des GAFAM, du RGPD pour les protections des données individuelles, etc. Mais je ne sais pas trop quelle est la position de l'Europe sur les monnaies numériques, les bitcoins, etc., qui sont quand même un vecteur et un facilitateur pour la cybercriminalité et la criminalité tout court, tous les trafics de drogue, de traite humaine, etc. La Commission européenne va vous répondre « yes ». Oui, je pensais à elle. Alors, je ne suis pas une spécialiste du sujet. Je sais qu'il y a une réflexion qui est engagée sur cette question. Malheureusement, je ne peux pas beaucoup vous en dire plus parce que, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste. Mais il y a une réflexion qui est engagée au niveau de la DG Concurrence, de la DG Marché Intérieur. Il y a plusieurs directions générales qui sont en train qui sont en train de travailler sur ce sujet. Avec l'Ukraine, on les aide énormément. On a un dialogue cyber avec l'Ukraine. On les aide énormément sur toutes les affaires cyber. Donc oui, on a ce type de dialogue avec différents États tiers. Tout à fait. L'idée, c'est de renforcer la coopération, de se protéger aussi, d'échanger aussi certaines pratiques. Et en cas d'attaque, y compris en cas d'attaque, d'avoir des sanctions. Donc on a adopté des sanctions contre la Russie, évidemment. Si on avait une attaque d'Israël, je ne sais pas, d'un autre État tiers, il y aurait différentes démarches qui seraient menées. Ça passe par la coopération, par la prévention, par la coopération. Il y a différentes démarches diplomatiques, voire des sanctions en cas de cyberattaque. Donc oui, on a des dialogues avec Israël, avec les États-Unis, avec tout un tas de partenaires européens. Oui, en bilatéral, au niveau d'organisations régionales et au niveau de l'OTAN. Il y a des dialogues UE-OTAN sur le cyber. Monsieur a une question. Oui, monsieur. Bonsoir. Merci pour tout ce que vous avez dit jusqu'ici, c'est très intéressant. Richard Thomas, ex-IBM, ex-Accenture, etc. Bref. Dans l'exemple que vous avez donné sur la rail, les attaques qui sont faites pour les grandes infrastructures, les grands logiciels sont relativement bien protégés. Il y a néanmoins un domaine de vulnérabilité, je ne sais pas si la Commission s'en occupe, qui sont tous les objets connectés. C'est une véritable passoire, il n'y a aucune sécurité dessus, et c'est probablement par là que passent toutes ces attaques avec les 300 000 hits par seconde. Quelqu'un veut répondre ? Je peux en dire quelques mots parce qu'on est en plein dedans. On prépare une initiative législative sur les produits connectés qui devrait être 22,3 milliards d'ici 2024 d'objets connectés dans le monde. Et on est en train de préparer une initiative législative. Je ne sais pas encore si ça va être une directive ou un règlement qu'on va présenter aux États membres là, en septembre. On est en plein dedans. On est en train de préparer cette initiative qui était annoncée aussi dans la stratégie cyber. Il nous reste juste 5 minutes, sinon je me fais lyncher par le mouvement européen du 80. Monsieur, une question ici. Dernière question, alors, et après un petit mot de conclusion par chacun. Oui, bonsoir. Merci pour les différents exposés. Wendy, je travaille dans le domaine de la cyber chez Accenture. J'ai une question par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui de plus en plus, les cyberpompiers. Est-ce que dans les différentes formations dont vous avez parlé, il y a une volonté de dire, voilà, on va répondre à ce point précis pour avoir des cyberpompiers. Et la deuxième question, c'est concernant aux réservistes cyberdéfense. Est-ce qu'il y a une volonté de faire un appel à la population pour que les gens soient au courant? Il y en a beaucoup qui ne savent pas du tout ce que c'est. Je réponds juste pour ça. Moi, je suis réserviste dans la marine nationale. Donc nous, malheureusement, on a un numerus clausus. Donc on était 350, on est passé à 420. Par contre, les gendarmes, n'est-ce pas mon nom général, recrutent à mort dans la réserve. Donc la cyber, oui, il y a surtout chez les gendarmes. L'armée de l'air aussi, d'ailleurs, il y a l'armée de l'air et l'espace. L'armée de terre aussi, il n'y a que la marine, malheureusement, qu'on a un numerus clausus, c'est un peu compliqué, mais toutes les autres armées recrutent, mais vraiment à fond dans la cyber au niveau réserviste. Ça, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. La réserve, c'est l'idée d'aller chercher des compétences en dehors de ses rangs.
soit dans une réserve opérationnelle, c'est-à-dire que les personnes viennent et deviennent gendarmes le temps où ils sont, je veux dire, sous l'autorité de la gendarmerie. Et puis vous avez des réservistes citoyens qui, eux, restent chez eux, mais vont servir de relais, d'accompagner, donner des conseils, aider. Et donc cette réserve, elle est très intéressante à une condition, c'est qu'elle soit animée. C'est-à-dire qu'en fait, il faut en permanence des personnes pour animer un réseau. Et l'expérience montre que animer un réseau, c'est un métier. Ça ne s'improvise pas, n'est-ce pas, cher ami? Il est devenu réserviste à gendarmerie il y a quelques années, mais il me disait tout à l'heure, je suis toujours lieutenant-colonel, je ne suis toujours pas passé colonel, donc c'est un appel du pied. On verra après ce soir. C'est le général Kim qui gérait la gendarmerie, justement, les réserves d'agents. Il est topissime, vous le joignez sur LinkedIn. C'était plus lui, mais enfin, vous lui écrivez, puis vous mettrez en relation avec son successeur, il est top. Juste, on a... Ah. Très mais rapide. il y avait les réponses. Oui, allez-y. C'est pour le commandant des Ravines. Donc vous avez créé le BTS au niveau de l'armée de terre, mais est-ce que vous allez créer, alors vous, d'autres militaires, commandants, des petits frères et des petites sœurs pour la marine, donc des formations là, hein, pas seulement pour les réservistes justement, pour la marine et pour l'armée de l'air et de l'espace. Merci. Bon, alors, je répondrai uniquement pour l'armée de terre. Je suis un terrien depuis très petit et je ne supporte pas la marine. Sauf ma voisine, bien sûr. Bon, trêve de plaisanterie. L'armée de terre a décidé de créer ce BTS parce que bon, il fallait donc, on va dire, il fallait des employeurs potentiels. Chaque armée a son mode de recrutement. Nous n'avons pas les mêmes formations, nous n'avons pas les mêmes diplômes. Et donc, la marine est venue donc visiter donc le lycée. En perspective, ils veulent créer aussi la même chose au niveau de l'école navale. Et ensuite, pour l'armée de l'air, est donc comme je dis, chaque armée a ses particularités. Donc, l'armée de l'air a une autre structure. L'armée de l'air, a priori, il commencerait par prendre plutôt des anciens en deuxième partie de carrière. Nous avons fait le choix parce que l'armée de terre, vous avez bien compris, nous sommes appelés à prendre tout l'espace de la 5e dimension, que ce soit dans les airs, sur terre ou même sur l'eau. Donc nous sommes présents partout et nous avons donc un manque, il manque vraiment ces guerriers en cyberdéfense. Il y a des unités qui ont été créées pour ça. En Chine, ils ont ce qu'il faut, mais nous aussi, nous avons créé des unités qui sont spécialisées dans la cyberdéfense. Donc, toutes ces unités, il faut les alimenter. Donc, c'est pour ça que nous avons créé, entre autres, pour vous dire un petit peu, nous avons 15 élèves qui partent à l'école des sous-officiers. De ces 15, il y a une unité qui a été spécialement cyber, qui est la 807e compagnie de transmission qui se trouve du côté de Rennes, toujours Rennes. Et donc, des 15, il y a plus de la moitié qui iront donc dans cette unité. Après, il y a les forces spéciales, tout ce que vous voulez. Monsieur de Saint-Cernin, vite, et puis après, Oui, monsieur, 2 la secondes pour conclusion. répondre aux cyberpompiers. Tel qu'on le comprend, le cyberpompier, c'est quand même un expert qui arrive sur une situation d'incendie informatique, d'une attaque, etc. Ça, c'est du niveau ingénieur, pour être capable d'aller régler une situation d'incendie. En tous les cas, pour mon école, moi c'est encore un peu différent du BTS, nous, encore une fois, je fais l'ouvrier. Je fais l'homme qui exécute, qui met en œuvre des logiciels et qui s'assure, qui longe le grillage d'une certaine manière. S'il y a incendie, dans notre jargon, on appelle ça escalader, et ça monte chez les chefs, et ça monte chez les ingénieurs, etc. Donc, pour répondre à votre question, non, à l'école de Versailles, on ne fait pas de cyberpompiers. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. On peut tous les applaudir, je pense. Et le mot de la fin par l'organisateur en chef de cet après-midi et de cette soirée. Bien, écoutez, je pense qu'on peut se féliciter de la qualité de ce colloque, finalement, hein, puisque la conférence était la deuxième partie du colloque. Donc je vais procéder à des remerciements bien sincères. D'abord à vous-même, le public, qui avez bien voulu répondre à notre invitation.
Et puis à nos intervenants ici, qui ont tous brillé par leurs compétences et aussi par leur esprit de conviction. Je pense que si on est venu ici en ne connaissant rien à la cybersécurité, comme c'est mon cas, on repart au moins avec l'envie d'en savoir plus et surtout l'envie d'être protégé. Alors merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Oui. Non, je voudrais aussi remercier mes acolytes du mouvement européen des Yvelines, et en particulier les membres du conseil d'administration, parce que vous imaginez bien que je n'ai pas fait ça tout seul, et aussi les adhérents qui se sont additionnés aux membres du conseil d'administration pour organiser cette manifestation. Alors je vous tiens à les remercier tous pour la cohésion dans laquelle on a travaillé, l'esprit d'équipe avec lequel on a travaillé. Voilà. Alors pour ceux, et je pense à une question de madame qui a effectivement justement fait remarquer que l'assistance aurait pu être plus nombreuse et aussi peut-être plus jeune. Alors je réponds que nous avons prévu le coup. On sait très bien que c'est très difficile de déplacer les foules, on sait très bien aussi que c'est difficile de déplacer les jeunes, en plus quelque chose qui se passe à Versailles, parce qu'on me dit aussi que Versailles est loin de Paris, alors bon, c'est pas facile de venir. On me dit aussi que, bah oui, les gens qui travaillent, venir à 16h30 ou à 17h pour un atelier, c'est pas facile non plus. Le soir, il faut repartir chez soi. Enfin bref, un mardi soir, c'est pas facile. Donc on a essayé de pallier cet inconvénient en enregistrant tout ce colloque. Et je remercie notre technicien qui est là-haut et qui a donc filmé l'ensemble du colloque, ce qui sera donc visible sur YouTube. Alors, je suis désolé, j'aurais préféré avoir une société européenne, mais bon, j'en ai point. Donc l'ensemble de la conférence de ce soir sera visible sur YouTube. On vous donnera le lien pour démultiplier le nombre d'auditeurs de ce colloque. Voilà. Enfin, et pas des moindres, si par hasard parmi vous il y avait des personnes intéressées pour adhérer au mouvement européen, eh bien c'est tout à fait facile. Il suffit de taper sur Internet avec un PC bien protégé, Mouvement européen France, et là vous tombez sur une petite icône, adhérer. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est penser à cocher la case 78. Parce que si vous ne cochez pas la case 70, vous allez vous retrouver dans le 92, vous allez vous retrouver dans... Chez moi, c'est très bien aussi. Donc cochez bien la case 78 et vous verrez, dans le mouvement européen, il y a une très très bonne ambiance, il y a toujours des intervenants de qualité et on apprend toujours beaucoup de choses parce que Dieu sait si l'Union européenne est mal connue. Voilà, merci et bonne soirée. Bravo.